Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de French Joueurs Talk. On est toujours en très très belle compagnie comme d'habitude, vous le savez très bien. Je suis toujours en compagnie de Mohamed, j'ai pas le choix, il a pris place. Hein. Tu viens de dire que t'étais en très bonne compagnie, c'est sûr que je suis dedans. Oui, pas de toi. Ok. Il vient de me charrier en off, c'est pour ça que je me permets en live. Moi je l'ai fait en off, pas en direct. Bonsoir c'est Mohamed. pas grave. Bonsoir, bonjour. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Hello. Et ben du coup merci beaucoup de nous accueillir. Donc moi c'est Flo, dit pour Florian. Donc du coup je suis no-code engineer à chez JSMAC pardon. Et du coup c'est hyper cool d'être ici et puis hâte de répondre à vos questions. Et ben merci à vous aussi pour l'invitation. Moi je suis Dorian, je suis CTO d'Evalme, une plateforme qui permet de faire des examens à distance pour l'enseignement supérieur et la formation pro. Merci à tous les deux messieurs d'être venus, de partager votre expérience avec nous. Le sujet de ce soir, parce que là on est le soir mais peut-être que vous l'écoutez le matin, donc le sujet du jour on va dire, c'est le digital nomade. Vous avez toutes les deux une expérience alors un petit peu différente et c'est ça qui va être sympa sur ce sujet-là. On a pas mal de questions, je sais pas si tu en as une première pour démarrer, peut-être présenter la classique évidemment, c'est qu'est-ce que c'est. Attends avant. Ils vont peut-être parler un petit peu de ce qu'ils font de leur projet. Toi t'es smart toi. Toi t'es sur French Joueurs, toi t'es smart. Parce que nous on veut parler voyage, on veut parler liberté financière. Hein, c'est le moment où on fait les placements de produits, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais du coup, avant de commencer les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter plus en détail, dire ce que vous faites avant d'aller justement dans le cœur de la thématique d'aujourd'hui? Carrément. Alors du coup, comme je disais tout à l'heure, donc je suis no-code engineer. Donc mon travail en fait, c'est d'être avec l'équipe de JSMAC, qui est tout simplement une entreprise française de création de contenu. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre chaîne sur YouTube, sur TikTok, sur des sujets précis de tous les jours. Ça peut être du coup sur du football, ça peut être sur du gaming, ça peut être sur de la culture en général, où ils vont aujourd'hui cumuler des milliards de vues par mois. Donc ce sont vraiment des créateurs avec leur studio, leurs équipes. Et en parallèle, ils vont en fait accompagner les créateurs de contenu indépendants, donc du coup notre voisin, notre ami qui du coup va être sur TikTok, qui va être sur YouTube, qui va être sur Facebook, pour en fait les aider à accroître leur communauté, mais c'est pas juste accroître, c'est atteindre une plus grande communauté, être en plus grand lien avec celle-ci et potentiellement justement se lancer sur des nouvelles plateformes. Imaginons PewDiePie, avec qui on travaille, qui aujourd'hui est sur YouTube, et bien comment demain lancer sa page sur Facebook et donc du coup adapter son contenu existant, comment adapter son futur contenu pour toucher justement une nouvelle communauté sur Facebook, grandir sa communauté et du coup avancer tous ces éléments. Et mon travail dans tout ça n'a rien à voir avec la création de contenu, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'en fait, JSMAC, c'est une entreprise française qui a maintenant 5-6 ans, qui du coup est, on va dire, l'un des premiers, surtout l'un des leaders dans justement ce qu'on appelle la Creators Industry, et qui en fait a levé des fonds en mai, tout simplement en juin, pour pouvoir étendre cette entreprise qui est aujourd'hui en France, mais on a également ouvert le Mexique, l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde, l'Angleterre. Tout vraiment avance extrêmement vite et évidemment, qui dit ouvrir plusieurs pays, qui dit recruter. Quand on parle de recrutement, c'est 20 à 60, voire même 70 personnes par semaine qui commencent. Donc là, on est passé de 500 à 1000 en 3 mois. C'est comment on peut accompagner tous ces départements en fait, à travailler plus vite, sans effort. Et donc là, le travail du no-code engineer, c'est tout simplement de créer des parcours, tout simplement, qui vont simplifier la vie de tout le monde. Par exemple, voilà, c'était l'exemple qu'on disait tout à l'heure avant le live, c'est j'ai 60 personnes qui commencent lundi prochain. Comment est-ce que je suis sûr que ces 60 personnes ont leur compte sur Gmail, leur compte sur Slack, qu'ils vont recevoir leur ordinateur, que tout va se faire de façon complètement sans effort? Et bien tout simplement, on a un workflow qui va connecter en fait tous les outils entre eux avec des outils dits de no-code. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le no-code, c'est tout simplement des outils qui nous permettent d'interconnecter tous les autres globalement, qui vont connecter à un Gmail, à un calendrier, à une base de données et qui vont pousser les infos naturellement et qui du coup vont permettre, sans avoir à coder comme un développeur, comme on voit aujourd'hui pour faire une application, d'envoyer les informations au bon endroit. C'est quelque chose d'assez récent mais qui pour le coup était vraiment en train d'exploser. Donc mon travail dans tout ça, c'est vraiment d'aider l'entreprise à grossir encore plus vite d'une certaine façon, parce que le moins ils ont à travailler, le plus, j'entends, ils travaillent toujours, mais disons je les aide à enlever tout ce qui leur prend du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui prend de la valeur. Et la deuxième partie de mon boulot, c'est de les aider à prototyper des produits tout simplement en très peu de temps, plutôt que justement le développer, ce qui peut prendre beaucoup de temps avec un front développeur, un back-end et également avec un data scientist, pour justement qu'ils puissent tester des solutions très rapidement.
Donc voilà, mon métier de no-code engineer chez Gillismack. Qui est d'ailleurs un nouveau métier, ce que tu nous disais un petit peu tout à l'heure aussi. C'est complètement un nouveau métier, c'est vrai, parce qu'en soi, le no-code, grâce à Zapier notamment, qui connecte ces fameuses API, existe depuis, je dirais, 5-6 ans. Ou en tout cas, je l'utilise depuis 5-6 ans. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on commence à voir sur des LinkedIn, sur des YouTube, des tutos, comment bien utiliser Notion, comment bien utiliser Monday, etc. Et que également des petites agences ont commencé à se monter pour aider des grandes et des petites entreprises à automatiser justement leur processus pour gagner du temps et donc de l'argent et donc pouvoir investir ce temps et cet argent dans des choses qui peuvent avoir plus de valeur. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a également des indépendants qui vont faire un peu de conseil. Mais par contre, avoir dans une entreprise ce poste de no-code engineer / product builder, le nom est même pas encore défini. En plus, d'une certaine façon, il y a une grosse discussion dans la communauté là-dessus. Et du coup, il n'y a pas forcément aujourd'hui de grille, il n'y a pas forcément aujourd'hui de fiche. En fait, on est en train de tout créer de zéro et c'est hyper intéressant. Et on est en train de monter justement une team de no-code engineers. On a signé 2 personnes hier justement. On en cherche encore une d'ailleurs. N'hésitez pas à déposer les CV. Et donc du coup, placement de produit. Et du coup, partant de là, en fait, on est en train de créer presque une mini-agence no-code au sein même de l'entreprise où on va pouvoir créer des produits, des outils et également des workflows grâce à du no-code tous les jours pour aider tous les départements de la finance, au HR, à la production. Donc en fait, on touche à tout. On n'est pas, entre guillemets, l'IT comme on l'entend à proprement parler où on va juste gérer les ordinateurs. C'est vraiment, on va toucher à toute l'entreprise. On est un support de niveau partout. De toute façon, le no-code, on en parlait dans l'épisode de... qu'on a fera tourné tout à l'heure, mais talk. de la semaine dernière, mais ça fera l'affaire d'un talk. Ça, c'est pour sûr. Mais clairement, et pour le coup, on le voit vraiment aujourd'hui comme un peu le futur de comment aider une entreprise vraiment justement dans sa phase de scale-up pour justement l'accompagner proprement, de façon smooth. Alors évidemment, tous en même temps, donc on est de partout en même temps, c'est pour ça qu'on recrute. Mais pour le coup, c'est ça qui est dingue de se dire, en fait, sans avoir des grandes compétences en informatique et juste du bon sens et comprendre certains outils, on est capable de faire des connexions monstrueuses et faire gagner du temps à tout le monde. Et ça, c'est juste dingue. C'est un vrai futur. Dorian, parle-nous des Valmy. Alors, on connaît un petit peu déjà, Mohamed et moi, mais... Ouais, c'est vrai qu'on a déjà un petit peu parlé. Donc, Evalmy, c'est une plateforme qui permet de faire passer des examens à distance dans l'enseignement supérieur et la formation pro. Donc, l'idée, c'est de faciliter un petit peu tout ce processus pour tous les acteurs qui vont travailler autour. Donc, autant les administrations des écoles que les enseignants, et aussi de faire un outil qui soit pas trop stressant pour les étudiants. Parce que c'est quelque chose qui a eu un petit peu son avènement avec le Covid et tous les confinements qu'on a eu, avec beaucoup de diplômes où les évaluations ont augmenté, les moyennes des évaluations ont augmenté parce qu'il y a eu beaucoup de triches et autres. Et du coup, ça forçait un petit peu tous les étudiants qui ont envie de travailler sérieusement et de ne pas tricher, à devoir tricher aussi pour pouvoir se mettre au niveau des autres et de ne pas être décrédibilisé en baissant dans les classements. Et donc notre outil aide à faire un peu tout ça. Et donc il y a un gros focus sur tout ce qui est vie privée, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'outils, on va dire concurrents, qui sont arrivés avec des grosses pétitions dans les écoles contre ce genre d'outils, parce qu'il y a de la télésurveillance par webcam, etc. Donc on a donc ce gros côté respect de la vie privée, respect des étudiants, sur lequel on se met un point d'honneur de respecter. Et donc voilà, donc aujourd'hui je fais mon petit placement recrutement, on recrute des devs en alternance et également un poste en sales. Et donc clairement pas 60 recrutements par semaine, mais on y arrivera peut-être un jour. Là j'avoue qu'on a besoin un petit peu quand même, mais c'est parfait aussi. On recherche aussi des alternants. Et donc par contre du coup de côté de mon quotidien, donc moi je suis CTO et cofondateur. Donc je vais m'occuper de toute la partie technique, la partie dev, autant du dev web que de l'infrastructure, etc. Et faire en sorte que tout se passe bien au quotidien. Et pas en no-code du coup. Et du coup pas en low-code, mais je pense qu'un jour notre outil s'apparentera à un outil no-code. Est-ce qu'on déclencherait pas un octogone entre les deux tout de suite? Non, je rigole. Ok. Et de toute façon aujourd'hui les gars, oui. Sur le recrutement, ouais, ok. Ouais. Peut-être que je t'avais coupé. Non, pas du tout. Ok, cool. T'inquiète pas. Parce que aujourd'hui, on est là pour parler d'une thématique bien précise qui est le recrutement. Digital nomade. Le digital nomade. Du coup, vous l'êtes, vous l'avez été tous les deux, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Le Covid, ça a un petit peu changé la donne pour pas mal de monde, mais c'est une thématique qui revient de plus en plus de personnes qui sont là-dedans. Mais avant de commencer, est-ce qu'on pourrait déjà définir ensemble qu'est-ce que c'est qu'être digital nomade? Qui veut commencer?
Je pense que c'est un peu une question piège parce que j'ai l'impression que chacun a un petit peu c'est sa définition. c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir vos différents points de vue, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas une définition précise dans Larousse de dire digital nomade c'est ça, donc chacun a un peu sa définition. Du coup pour toi ce serait quoi? Et ben pour le coup tu vois c'est hyper intéressant parce qu'avant de venir c'est vrai j'ai ma définition dans ma tête. Je me suis dit mais attends, qu'est-ce que ça dit justement par exemple sur un Wikipédia ou autre? Je voulais voir un petit peu ce que donnait digital nomade, et c'est vrai que pour eux, pour le coup, un digital nomade c'est une personne qui en effet ne va pas avoir un poste de travail fixe, qui va avoir tendance justement à être nomade comme son nom l'indique, donc du coup à bouger, mais qui surtout va utiliser des outils technologiques et informatiques connectés à Internet. Mais là où ils vont encore plus loin, parce que si on s'arrête à cette définition, finalement, du moment qu'on a un téléphone, un smartphone en main, et que l'on bouge, est-ce que l'on est un digital nomade? Non, ils vont plus loin dans la définition en disant du moment qu'on va utiliser des outils qui vont permettre de modifier une information, qui vont permettre d'utiliser des outils précis, des outils liés à son emploi, et qui donc sont vraiment liés à son travail. Donc c'est là où on peut faire la différence entre les deux. Et pour moi, si je devais donner ma définition de digital nomade, je dirais que c'est tout simplement une personne, qu'elle soit salariée ou indépendante, peu importe son statut, qui ne va pas forcément avoir un lieu de travail fixe dans le temps et dans l'espace, et qui va, grâce à des outils qu'il a toujours avec lui, pouvoir travailler du moment qu'il a une connexion Internet. Pour moi, ce serait ça, potentiellement. Ok. Et pour toi? Je crois que tu as presque tout dit. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un dont le travail est complètement devenu indépendant de la localisation. Et donc effectivement, tous les outils numériques ont une grosse place là-dedans, parce qu'effectivement, on peut difficilement travailler dans une chaîne de production en n'étant pas lié à un endroit. À distance, c'est compliqué. Mais, à part peut-être que bientôt ce sera le cas, tu installeras une machine à la maison où tu peux contrôler. Effectivement, alors c'est vrai qu'il y a vraiment ce gros côté numérique, outils numériques dedans. Moi, j'aurais presque envie de pouvoir classer dedans aussi tous les gens qui vont peut-être faire même des travaux manuels ou autres, de produire quelque chose, mais qui ne sont pas forcément liés à... Je sais pas si quelqu'un produit des petits objets en bois et qui se balade dans son van un petit peu partout, est-ce que c'est pas un digital nomade dans un sens? Parce qu'il va utiliser pas mal d'outils peut-être numériques pour les réseaux voir son sociaux, travail, un e-shop peut-être. Ou un e-shop. Ok, ouais, carrément. Ouais, en vrai, moi je suis d'accord un peu sur la définition, le fait de ne pas être lié à la localisation. Je sais pas si tu me le demandais, mais... Non, je ne demandais pas, mais si tu donnes ton avis, ça c'est fait plaisir. Ouais, non, le fait de podcast après tout. Merci, c'est gentil. Ouais. Headshot. cette délocalisation possible, en fait, le fait de pouvoir travailler de n'importe où et de pouvoir vivre de son activité ou être lié justement à une activité salariale. Et c'est là aussi, je trouve, la chose intéressante, c'est que maintenant, on l'entendait beaucoup avant, il fallait être indépendant. Et ça arrive de plus en plus avec le full remote ou des choses comme ça, dont tu fais totalement partie, Florian. Donc c'est aussi ça qui va être cool sur ce parallèle. Si vous voulez parler un petit peu de vos expériences, comment toi t'en es arrivé là, comment tu le vis, est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà avec Jelly par exemple? Jelly, je les connais bien maintenant. Carrément. Ou bien avant avec ses différentes expériences. Ça se tient. Pour le coup, j'ai plutôt justement allé sur des expériences un peu plus anciennes, parce que pour être très honnête, Jelly Smack que j'ai su depuis maintenant 3 ou 4 mois, donc c'est quelque chose de très récent. Mais par contre, quelque chose sur lequel je reviendrai, c'est parce que Jelly Smack poussait le digital nomade et une politique qu'ils appellent le work from Jellyware, que j'expliquerai un peu plus tout à l'heure, que justement j'ai voulu postuler chez eux. Justement, d'accord. Parce qu'ils ont cette Parce qu'ils avaient cette ouverture d'esprit de se dire tu bosses de n'importe où. Exactement. Et donc en gros, si on repart pas trop loin, parce qu'il ne faut pas que ça prenne 1 heure non plus, mais globalement, je dirais que le premier déclic que j'ai eu, c'était lorsque j'étais étudiant en école d'ingénieur, où je suis parti pendant 3 mois à Dubaï, car on doit toujours faire un stage à l'étranger pour valider notre diplôme. C'est là où j'ai pu avoir ma première vraie expérience de vivre dans un pays avec une culture complètement différente. Alors certes, on reste dans une très grande... versus un Lyon ou Paris, c'est pas non plus le gros choc des cultures, on va dire. Il y a de la technologie, on est certes à l'autre bout du monde, mais ce côté multiculturel avec du coup des personnes qui vraiment venaient de partout, ce côté multilangue, ce côté aussi où on est vraiment déconnecté de sa vie de tous les jours, ce côté un peu voyage où j'ai pu aller en effet à Dubaï, mais j'ai pu aller aussi à Oman, bouger un petit peu à Doha, et qui m'a vraiment plu. Ce côté aussi découvrir des nouvelles cultures, ce côté justement travailler sur un nouveau métier, ce côté adaptation. Et lorsque je suis revenu en France, dans mon alternance que j'avais à l'époque, dans l'automobile, à Caluire, dans une usine, dans une zone industrielle, je fais « Ouh oh waouh !» C'est là, je me suis dit j'ai envie de rebouger là quand même, c'est joli, mais je pense qu'on va aller voir, on va recommencer un petit peu à bouger. Ça a été le premier déclic de « j'ai pas envie de me fermer qu'à la France ». Il y a d'autres pays, il y a d'autres choses à voir, il y a plein de choses à découvrir. C'est là où ça a commencé un petit peu à remuer. Et là où vraiment, le déclic et même l'habitude s'est lancée, c'est dans mon ancienne expérience avant Jelly Smack, où j'étais du coup
organisateur d'événements dans la tech, donc tout ce qui était hackathon, compétition de développeurs, organisation de conférences, où pour le coup on nous a envoyé dans littéralement le monde entier. On nous a envoyé aux États-Unis, en Pologne, en Arabie Saoudite, en Angleterre, parce qu'on est allé encore à Budapest. On est vraiment allé dans énormément de pays et à chaque fois on venait pas juste pour l'événement, on arrivait un peu avant, un peu après. Donc du coup ce côté télétravail finalement, de travailler dans un coworking space, de bosser dans l'hôtel, etc. De toujours être finalement en mouvement, de toujours travailler dans le train, travailler dans l'avion. Et en fait cette expérience était juste dingue. C'est ce qui m'a vraiment lancé je n'arrive plus à ne pas bouger et j'adore pouvoir à chaque fois redécouvrir trop bien, je vais dans tel pays, comment ça fonctionne, c'est quoi les mœurs, c'est génial. Et du coup je m'éclatais toujours à bosser sur les missions que j'avais, à savoir organiser des événements, mais par contre à chaque fois avec un terrain différent, avec une langue différente, et ça c'est juste ouf. Et du coup lorsque le Covid a frappé, malheureusement plus de voyage, donc c'est là je me suis dit j'ai envie de repartir. Tu es revenu en France et tu t'es lock en France ? Alors c'est là la grosse différence avant, c'est qu'en gros sur mon ancienne expérience j'étais vraiment basé en France et on m'envoyait en mission à l'étranger, parfois pour une journée, parfois pour une semaine. Il y a eu des fois où je faisais 3 pays différents où je partais en Angleterre pour repasser par la France, pour aller en Angleterre, pour aller en Belgique, pour partir en Pologne derrière. C'était assez sympathique. Mes colocs me voyaient arriver, vider la valise, refermer la valise, repartir. Et c'est vraiment à partir de cette année où j'ai plus ce côté rester sur du très long terme, c'est-à-dire rester sur du 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire plus, dans une localisation précise. Et du coup, c'est ce côté voyage que j'ai voulu reprendre, parce qu'aujourd'hui, si on reprend un peu toute l'expérience, je ne fais plus d'événements. Donc du coup, ce ne sont plus mes missions qui m'envoient dans un point A ou un point B. C'est du coup, mon job aujourd'hui ne me demande pas d'aller à Paris, ne me demande pas d'aller à Lyon, ne me demande pas d'aller en Pologne, par exemple. C'est moi, du coup, qui ai plutôt ce choix et cette chance de pouvoir choisir mon lieu de travail finalement et de pouvoir continuer à voyager et à découvrir comme je le souhaite. Donc en fait, j'ai retourné ce qui était avant une imposition de mon métier qui est maintenant en fait la première chose que je veux finalement. Ok. Et comment toi t'as eu cette expérience-là ? Alors ça c'est une expérience plus courte si je dis pas de bêtises, Dorian ? En fait moi c'est un ensemble de plein de petites expériences courtes je pense. En fait c'est arrivé quand j'ai quitté mon premier emploi où j'avais bossé pendant à peu près 1 an et demi en région parisienne et je me suis dit j'ai envie d'aller voir autre chose. Je me suis dit je vais essayer de trouver la start-up de mes rêves un peu à l'étranger, etc. Mais étant donné que j'avais un emploi qui était très très chargé, je me suis pas trop occupé de chercher avant de quitter mon emploi. Je me suis dit en attendant de trouver, je vais m'installer en tant que freelance et on verra bien. J'ai trouvé rapidement des clients et en fait je bossais déjà dès le début à distance avec un autre freelance chez lui pour ce client-là. Et c'est un petit peu comme ça où je me suis dit dans les premières semaines, mais en fait, je découvre un monde où je peux bosser à distance, à temps plein. Alors avant, je bossais un petit peu en télétravail 1 ou 2 journées par semaine. Et en fait, là, c'était un petit peu le déclic où, au bout d'un mois, où je me suis dit, mais en fait, je peux faire ça beaucoup plus longtemps. Et donc, j'ai rendu mon appart. Comme ça, je sais que j'avais pas le choix, j'étais obligé de partir quelque part. Et je me suis retrouvé au début, donc plus d'appart, à me dire, il faut commencer quelque part. Je suis allé faire le tour de mes amis. Et en allant faire le tour de mes amis, je prenais parfois un Airbnb quelque part ou autre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en partant faire le nouvel an quelque part et en rentrant après chez ses parents un mois après en disant maintenant j'ai envie de repartir. Non, déjà je vais me refaire un petit peu parce que quand on commence en tant que freelance on gagne pas des milliers et des cents. Les Airbnb ça coûte cher en France. Carrément. Et du coup c'est un petit peu ça qui m'a propulsé dedans. Et donc en faisant du freelance à distance comme ça. Et j'ai un petit peu continué après, toujours en étant freelance, en bougeant un petit peu aux 4 coins de la France, essentiellement en étant un petit peu dans ces petits séjours en Europe, par-ci par-là, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Parfois je me reprenais un appart pendant 2 mois à Paris, puis je repartais. Puis j'ai fini par me faire quelques mois en Asie, aussi toujours à distance, ou parfois avec des clients où on sent qu'ils sont peut-être pas forcément toujours d'accord de se dire qu'ils vont avoir leur client, leur freelance qui va être sur un autre fuseau horaire, etc. Mais au final ça se passe très bien. Donc là tu es revenu sur Paris depuis... Du coup moi je suis revenu sur Paris depuis avant le Covid. Okay. Parce que du coup j'étais incubé à Station F. C'était plus facile pour avoir pas mal de contacts, etc. On a cette grosse culture remote qu'on met dans notre boîte aussi, pour pouvoir permettre à qui que ce soit qui vient travailler chez nous de pouvoir faire du télétravail et a fortiori de pouvoir être digital nomade s'il a envie de venir.
Carrément. Et pour le coup, tu vois, dans ce que tu as dit, il y a quelque chose dans lequel je me retrouve, c'est les Airbnb. Où pour le coup, justement, la dernière grosse expérience, je dirais, qui m'a fait le déclic de c'est bon, tu peux partir sur du long terme. C'était justement donc, dans l'entreprise où j'étais dernièrement, on a eu du coup le Covid qui nous a empêchés de voyager, mais j'ai pu avoir à la fin une négociation où j'ai pu faire mon tout dernier mois dans mon ancienne entreprise à Lisbonne. Un mois entier, vraiment en complet télétravail, vraiment avec ce côté, tout petit décalage horaire, mais surtout en complet indépendant. Et c'est clairement là où ça a été le dernier déclic de c'est bon, c'est ça que tu veux. Tu as certes déjà signé chez JSMAC qui clairement va être l'expérience dont tu as envie, ils te l'ont déjà bien présenté et bien organisé. Mais ça a été vraiment on va dire plutôt le proof of concept finalement, qui a dit c'est bon, le stamp, il est là. Ça fonctionne, on peut travailler à l'étranger et ça se passe bien, on peut être dans un nouveau cadre, on peut être dans une équipe qui peut être relativement grande et avoir une bonne productivité et des managers qui sont contents. Et c'est là, c'était, on signe en fait, c'est parti. Et après, une fois sur place, une fois qu'on est justement dans un coin qui est plus chez nous, où on a eu l'habitude de grandir, entre guillemets, comment ça se passe pour trouver l'endroit où on veut travailler, pour trouver peut-être les gens avec qui on va boire une bière, ou rencontrer des gens, networker un petit peu. Comment on rejoint des communautés? Je sais que ça existe un petit peu, donc je sais pas comment plutôt vous l'avez abordé. Tout de suite, aller boire une bière, toi. Il faut prévoir, ne buvez pas trop d'alcool. Tu vois, à chaque fois que tu dis ça sur un podcast, dans un média, il faut mettre Avec modération, il y a des bières sans alcool, mais j'en bois pas. Pour le coup, alors je sais pas trop pour toi Dorian, mais c'est vrai que je pense que ça se lie beaucoup aussi à justement où tu veux travailler, et je pense que même si parfois on peut partir de façon un peu impulsive, tu as quand même une partie préparation en amont, et dont justement où est-ce que tu veux habiter, où est-ce que tu veux travailler, c'est ces deux éléments-là qui vont déduire de qui est-ce que tu vas rencontrer finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ça. Moi, je sais que ce sont toutes les expériences au final que j'ai fait en France, parce que ça a commencé, je crois, c'était en fin 2016, début 2017. Du coup, c'était pas quelque chose qui était forcément beaucoup répandu, il n'y avait pas forcément beaucoup d'espace de coworking. Et c'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de moments où j'étais un peu seul, et avec cette difficulté-là de trouver des communautés ou des gens avec qui travailler. Et par contre, sur mes derniers voyages, notamment en Asie, où là j'avais vraiment effectivement ce côté où je me dis, ok, je sais qu'à tel endroit, il y a des communautés de digital nomades, et je vais pouvoir facilement trouver des gens avec qui ont les mêmes problématiques, qui se retrouvent, s'ils se rassemblent pas, ils se retrouvent tout seuls chez eux à rien faire, donc forcément ça crée d'émulation et on rencontre des gens. C'est ça, et pour le coup, si quelqu'un, par exemple, part pour la première fois, ce qui peut être intéressant, c'est déjà, alors tout dépend de l'âge et tout dépend du confort que l'on veut, ce qu'on le recherche et de son budget, mais c'est vrai que déjà, ne serait-ce être dans une auberge de jeunesse, déjà ça permet d'avoir un énorme point de contact et dans un vivier énorme. Potentiellement, certes, il peut y avoir des touristes, des personnes en vacances, mais aussi des personnes qui voyagent beaucoup et travaillent en même temps. Donc ça permet de faire du réseau, ça permet de ne pas être seul. Et en effet, si on veut travailler dans un endroit peut-être un peu plus, je dirais pas structuré, mais en effet, maintenant, il y a plein de coworking space de partout. Pareil, on peut potentiellement prendre une place et donc du coup rencontrer des personnes sur place. Disons que je pense qu'il y a un moment où si on voyage seul en plus, et je crois que c'est vraiment ça le point important, est-ce qu'on voyage seul ou est-ce qu'on voyage accompagné, c'est-à-dire en couple ou avec des amis, c'est se dire ok, quels sont les endroits, quels sont les lieux où je peux rencontrer du monde finalement. Si on a envie de le rencontrer aussi, ça c'est encore un autre sujet derrière, mais je pense que c'est important. Ouais. Et je rebondis un petit peu sur le côté des auberges, parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est que les périodes où je bossais, en général la semaine je prenais un logement où j'étais seul, et je disais le week-end je vais aller explorer plein de choses ou autres. Donc je me prends des auberges, je suis en communauté, je suis obligé de voir des gens. Et, étant un peu d'un naturel un peu timide et pas forcément aller voir les gens, ça te change radicalement, parce que si tu fais rien, t'es tout seul, tu gâches ton voyage. C'est ça, même si c'est vrai qu'il y a des pays où parfois la culture va faire que les personnes vont venir vers toi parce qu'ils vont être curieux, c'est pas forcément le cas de partout. Donc c'est vrai qu'il faut avoir parfois ce côté... si on est potentiellement un peu timide, ça fait un petit peu violence parfois, mais ça se fait assez naturellement finalement, parce que ne serait-ce qu'une auberge de jeunesse, c'est souvent des personnes qui sont très simples, qui sont au contraire très ouvertes, qui justement aiment discuter et rencontrer, donc qui vont pas te lancer un regard froid de loin, qui au contraire vont être là, hey, tu viens d'où toi aussi, tu viens d'arriver, tout ça. Donc du coup ça se fait super bien, et je compare cette expérience également à une amie qui a fait pas mal de mois, et justement tous les quasiment confinements dans une île en Thaïlande, si je ne dis pas de bêtises, mais dans les îles dans ces eaux-là, et qui justement était dans une auberge de jeunesse. Alors leur île était même confinée, donc ils sont restés sur la même île, horrible, sur une île sable fin, les pauvres. Franchement, on pleurait tous les jours quand j'étais en call avec elle. À chaque fois, j'avais la petite larme, tu vois, qui coulait quand je voyais la mer au fond, la bière posée sur le côté. J'étais là. Ok. Mais tout ça pour dire que du coup, elle était dans un environnement où clairement, France versus Thaïlande, rien à voir.
elle avait des personnes qui venaient du monde entier, de plusieurs pays, qui étaient plus ou moins dans la même tranche d'âge. Et vu que des activités se passent et qu'il y a une certaine émulation, comme tu disais, qui se passe dans ce genre de lieu, bah finalement, tout se passe super bien. Et tu rencontres énormément de monde, tu te crées ta petite communauté et c'est parti. Et comment on choisit sa destination ? Comment on se dit, ok, c'est là que je vais aller là ? Tu regardes les pays où il y a un WeWork et tu y vas. Tu prends le globe, tu fais tourner. Hop là, je vais là. Ah bah c'est je ma pauvre Lucette. Moi, je sais que quand je choisissais mes destinations, il y avait le premier critère, c'est d'avoir un internet rapide. Ok. C'est bête, mais Clairement. du coup, quand on est dev, qu'on doit faire parfois des conf calls ou des visios ou autres, ou présenter des mock-ups, ça c'est le truc un peu obligatoire. Mhm. En pays anglophone, un minimum, on va dire, ça aide. Ça aide. Et après, moi, je sais qu'il y avait l'aspect, j'ai envie d'aller dans un endroit où il fait beau. Mhm. C'est bête, mais moi j'ai besoin de soleil. Du coup, quand je suis parti à chaque fois en hiver en me disant j'achète un manteau ou j'achète un billet d'avion. Bon, bah j'achète un billet d'avion. Ça coûte un peu plus cher, mais ça tient plus chaud plus longtemps. C'est vrai que c'est un peu pareil pour moi, dans le sens où, alors avant évidemment c'était plus, les lieux étaient entre guillemets, je dirais pas imposés, mais pas loin, parce que c'était par rapport aux missions que Oui, j'avais. bien sûr. Mais aujourd'hui c'est plus par rapport à finalement, un petit peu comme toi, quelle ville finalement me donne envie depuis un moment, laquelle j'ai envie de visiter. Et après ça va être aussi, pour revenir un peu sur le terre-à-terre, par rapport au budget finalement C'est justement qu'on se la donne. question que moi je voulais poser après sur le combien en fait ça coûte ce lifestyle d'être digital nomade, parce que Airbnb ça coûte à coup de la peau du cul. On pourrait venir après, ouais, carrément. Et pour le coup, tu vois, ça va être est-ce que j'ai une ville que j'ai vraiment envie de visiter depuis un moment ? Pour le coup, Lisbonne, j'y avais fait une petite semaine, mais vraiment de pures vacances, en pur touriste. Je voulais vraiment vivre cette vie de être posé, avoir un petit appartement, vivre la vie de tous les jours, découvrir la vie littéralement de Lisbonne. Et c'est pour ça que je suis parti là-bas pendant un mois. Parfois, ça peut être un rêve de gamin qui peut être, je rêve du Japon depuis des années. C'est parti pour faire 3 semaines là-bas. Mais tout revient aussi en fonction dans quelle saison on est, parce que certains lieux finalement sont plus favorables à certains moments de l'année que d'autres. Donc finalement, ça, je vais choisir quels sont les pays que j'ai envie de visiter, dans quelle partie de l'année sommes-nous, et finalement, est-ce qu'il vaut mieux aller maintenant dans tel pays ou plutôt dans un autre ? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'attendre par exemple le Japon en mars avec les sakuras qui vont éclore ? Est-ce que c'est pas intéressant d'aller en Asie justement en hiver quand il va commencer à faire chaud, selon ce qu'on recherche pour repartir sur ce que tu disais d'Orient ? Ça va plutôt être ça en fait, c'est plus du coup de cœur d'une certaine façon, et beaucoup je me rends compte d'expériences d'autres personnes qu'on rencontre qui ont voyagé, qui ont dit « Ah, toi aussi, t'es allé là, je suis allé dans telle ville, c'est trop bien, il faudrait t'y aille. » Puis tu checkes un petit peu sur les réseaux, tu regardes un petit peu les lieux, et souvent t'as un coup de cœur, tu dis « Ok, c'est rentré dans la bucket list, on va pas tarder à y aller. » Non, je sais que là-dessus, il y a une ressource qui m'a énormément aidé, mais je pense qu'elle est un peu connue de la plupart des digital nomades, c'est le site Nomad List de Peter Levels. C'est un site qui regroupe énormément de destinations qui sont, on va dire, favorables pour des digital nomades. Oui, mais un petit peu une sorte de score de digital nomadisme. Ouais, on peut appeler ça. Et avec pas mal d'astuces, le coût de la vie ou autre, les températures en fonction des saisons, et ça permet pas mal de se donner des idées. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de me dire j'ai envie de partir, mais je sais pas où. Ou alors j'ai envie d'aller mais à 5-6 endroits en même temps, et de les pouvoir départager, comme ça aide beaucoup. Et effectivement, le coût de la vie, et en fonction de ce qu'on fait à ce moment-là, notamment en tant que freelance, parfois on peut rentrer 600 balles par mois ou 10 fois plus le mois suivant, donc il faut pouvoir jouer avec ça. Carrément, et même tu vois, pour avoir eu l'expérience plus salariée, tu vois, même en sachant que tu as un budget fixe qui tombe, même ce budget fixe te permet pas, alors je tire le trait, mais ça te permettra pas forcément de vivre un mois à Singapour par exemple. Ou pareil, tout dépend, et je pense que ça va rebondir sur la question que tu voulais poser, finalement de ton budget que tu as de base et du lifestyle que tu as envie d'avoir un petit peu, d'une certaine façon. Ouais, parce que si t'es pas entrepreneur avec une boîte derrière qui te génère suffisamment de cash pour te permettre des Airbnb à 300 balles la nuit, je pense que c'est plus complexe, mais du coup on y vient. Cette fameuse El Famoso question sur le budget, combien ça coûte, ça dépend énormément du pays, etc. Mais si on devait prendre un pays que vous avez fait, que vous avez coûté le plus cher, c'est combien le budget que ça a, pour combien de temps, et entre les bureaux, entre l'appart, entre tout ça. Moi j'ai envie de te répondre honnêtement, moi le moment de ma vie où la vie me coûte le plus cher, c'est quand je suis à Paris. J'allais dire ici, en fait. Bon, après, non, mais ouais. C'est ça. Après, par contre, parce que aussi j'ai fait des croix sur certains trucs où moi j'avais envie d'aller vivre quelques semaines au minimum, au moins 1 ou 2 mois en Nouvelle-Zélande. J'ai vu qu'il fait que je sors 3 000 € par mois. J'y suis pas allé. Ouais.
Parce que je sais que je pouvais pas avoir ce lifestyle-là à ce moment-là. Je veux dire, c'est que ici, quand tu payes, si tu prends au mois ton loyer de, je sais pas, de ton appart à Paris, tu vas le payer 1000 balles par mois. Mais peut-être que la nuit, Airbnb, elle va te coûter 79 balles la nuit. Ouais, mais du coup, c'est pareil. Si tu restes un mois, tu te dis, je reste un mois, par exemple, à Lisbonne, tu te trouves peut-être un appart. Et alors, mais pour le coup, j'ai pas du tout le prix d'un appart à Lisbonne pendant un mois. Mais si tu prends 30 mètres carrés, disons, je sais pas, sur Airbnb, t'en as vite pour très cher, quoi. Ouais, mais Airbnb, c'est plus du court terme, non? Alors, pour le coup, c'est un très bon point et Lisbonne est un très bon exemple là-dessus. C'est qu'en effet, tu as Airbnb qui est connu mondialement et qui fait ce qu'il fait, qui en effet peut être relativement cher. Mais encore une fois, je pense que la vraie question, c'est finalement quel est le budget qu'on est prêt à s'allouer par rapport, par exemple, à un salarié qui a un salaire fixe qui tombe tous les mois ou par exemple un freelance qui ne sait pas ce qu'il peut donner. C'est de se dire, ok, finalement, combien d'euros je suis prêt à mettre par nuit et donc du coup combien je suis prêt à mettre dans le mois. Est-ce que je vise des Airbnb qui sont à 20 € la nuit? Est-ce que je vise des Airbnb à 100 € la nuit? Et là forcément c'est là où ça peut revenir cher. Ça dépend de qu'est-ce qu'on est prêt ou pas prêt à avoir, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre ou ne pas mettre. Parce que c'est sûr, si tu veux vivre on prend Lisbonne par exemple, si tu veux vivre en plein centre de Lisbonne tout seul, bah forcément ça va te coûter au minimum du 40-50 balles la nuit. Tu peux trouver moins cher, mais forcément les prestations ne seront pas les mêmes, donc c'est comme un hôtel finalement, c'est comme quand tu pars en vacances, tu dis est-ce que je prends juste entre guillemets et sans être méchant envers ces hôtels-là, si tu prends un hôtel 2 étoiles pour juste dire j'y dors et je profite du temps qu'il y a dehors, ou alors est-ce que je vais être dans un 4 étoiles pour avoir un super matelas, pour avoir un super truc, c'est plus qu'est-ce que tu recherches. Nous par exemple, au début j'étais dans une guest house où pour le coup j'avais ma chambre avec du coup mon bureau, ma salle de bain et c'était la cuisine qui était en partagé. On était sur du 550 € le mois, si je dis pas de bêtises. Donc là à Lisbonne là. À Lisbonne, ouais. Ok. Et j'étais pas dans le centre, j'étais dans la vieille ville à Alfama, exactement. Donc pour le coup, on était sur ce budget-là. Et sur la dernière semaine, j'ai rejoint 2 amis qui étaient dans la même entreprise que moi, qui pour le coup étaient dans un appartement à littéralement 1 minute 50 de mon appart, donc c'était parfait. On a vécu une dernière semaine ensemble, finalement, un appartement avec 3 chambres, plus du coup la cuisine, une petite terrasse dans le même quartier. Tu t'en sortais, je crois, pour 1200 ou 1400 par mois. Par tête ou par... Au total. Okay. Donc du coup, divisé, cool. En fait, tu te retrouvais à peu près au même prix. Et c'était sur à peu près la même gamme de prestations. Donc finalement, tu peux toujours trouver plus, tu peux toujours trouver moins. C'est en fait, toi, ton budget que tu dis, c'est un peu comme les avions, par exemple. Je pense que c'est un gros sujet aussi. C'est est-ce que tu as envie de prendre pareil, je tire le trait. Est-ce que tu veux prendre une business class à 3500 € pour avoir ton champagne qui est posé? Ou alors est-ce que finalement, juste d'arriver à ton point A, à ton point B, c'est très bien. Et du coup, tu vas prendre un Ryanair avec 2 correspondances où tu vas dormir 8 heures à droite, 8-9 heures à gauche dans des terminaux. Mais par contre, le billet va te coûter 30 ou 40 €. Donc je pense que c'est tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte finalement. Oui, je pense que clairement aussi, c'est pas forcément quelque chose qui coûte cher et ça dépend aussi du degré d'inconfort qu'on est prêt à accepter. Parce qu'on peut très bien être digital nomade et s'en sortir pour 3 fois rien en allant dormir tout le temps dans des auberges. Clairement. Si on a un sommeil lourd, qu'on n'est pas gêné par un voisin qui ronfle et qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'intimité, oui, ça peut très bien faire le taf. Ça peut très bien faire le taf. C'est ça, tu peux clairement prendre une auberge. Si tu es tout seul, ou même si tu es avec quelqu'un d'ailleurs, et que vous voulez être en budget assez bas, en effet, une auberge de jeunesse, en plus, elles sont très bien. Aujourd'hui, les auberges de jeunesse, il y a un super site, j'ai perdu le nom du site, mais qui te permet de regrouper toutes les auberges de jeunesse au monde, qui sont notées sur la propreté, l'accueil, les activités, etc. Avec le prix à côté, tu peux réserver directement dessus. Je rouvre mon ordinateur pour regarder, mais globalement... Tu nous enverras le lien, on le mettra en description avec toutes Parfait. les autres ressources. Et pour le coup, tu peux vraiment trouver des auberges en effet pas chères, où tu peux descendre à... alors pour le coup, je prends Lisbonne, mais tu vas descendre à 10-15 € la nuit. Et pour le coup, tu es très bien, tu as souvent plus parfois le petit-déj qui est inclus. Donc après, c'est exactement ça. J'ai presque envie de le retourner. C'est quel degré d'inconfort tu es prêt à accepter, mais c'est presque plutôt jusqu'à quel degré de confort tu veux aller en fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure du matelas. Jusqu'à quelle épaisseur de matelas tu veux. Est-ce que, en effet, si tu es en couple, tu as peut-être envie d'avoir une chambre, ou alors est-ce qu'une guest house finalement ça suffit. C'est plus jusqu'à quel niveau de confort on veut aller de je vais dans une auberge de jeunesse à je vais vivre dans un 5 étoiles où j'ai quelqu'un qui m'apporte le petit-déj tous les matins. C'est un petit peu ça finalement. Ok. Alors du coup, t'avais encore une question là-dessus? Non. Pas du tout, parfait. Du coup, ça c'est pour continuer dans ce biais-là, mais sur la partie organisation, comment est-ce parce qu'on a beaucoup parlé un peu de la nuitée, du voyage, de tout ça, et comment on s'organise? Là, on dort dans une guest house ou dans une auberge, la journée il faut travailler, comment est-ce qu'on s'organise avec la team avec laquelle on travaille, le client peut-être, où est-ce qu'on va, comment ça se passe? Vous parliez tout à l'heure des coworking, c'était quelque chose qui n'était pas forcément en place il y a 3-4 ans, ou très peu, moins connu.
Comment vous faites, comment vous avez fait, comment vous avez géré tout ça? Je pense qu'en termes d'organisation, déjà par rapport à la team avec qui on travaille, il faut être vraiment très clair de base sur pas forcément où on va, mais la flexibilité dont on a besoin et de voir déjà si c'est compatible. Parce que déjà, rien que les décalages horaires, s'il y a un décalage horaire qui n'est pas acceptable, déjà ça marche pas, tout simplement. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tu parlais du décalage horaire, mais, tu parlais de prévenir le client. de bien prévenir. Et je pense que on est obligé d'avoir une bonne entente là-dessus pour que ça tourne et bien prévenir les moments où on va être indisponible, les moments où on va être disponible, parce que parfois, effectivement, je pense qu'on en parlera peut-être après, mais les histoires des vols ou autres, où parfois quand on veut tirer un peu sur le budget, on va prendre un vol un mercredi matin à 6h du mat et on va pas être disponible à un moment où il faut bien prévoir ça. Et pour les lieux de travail, moi je sais que je changeais tout le temps parce que j'ai clairement besoin en fait dans ma vie de changer d'endroit dans lequel je bosse. Au même titre que je bosse souvent quand je suis chez moi, de mon canapé, du bureau, du lit, de station F, d'un peu partout. Et moi j'ai tout le temps bougé. Tu bossais dans quoi, du coup, un café, un restaurant? Moi en fait ça dépend. J'ai bossé dans les Airbnb où j'étais, ou dans les hôtels, ou dans des cafés, dans des restos où on arrive à trouver ce petit équilibre où on consomme assez pour que ça passe, dans des espaces de coworking. T'as jamais eu de grosses problématiques à trouver? Enfin, genre, ça restait à... Non, en fait, il y a des sites qui regroupent tous les lieux qui permettent de faire du télétravail. Tout ce qui est café, etc. Je pense à un je crois qu'il s'appelle Work From, quelque chose comme ça, où ils disent si on a des prises électriques ou autre, parce que c'est tout bête, mais si on veut travailler pendant un bout de temps et recharger son ordinateur portable, c'est bien. Ou profiter d'un Wi-Fi ou autre. C'est ça. Les deux éléments de la nouvelle base, la base de Maslow, justement, du digital nomade. La batterie et le Wi-Fi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est premier élément à checker lorsqu'on est en train de regarder pour un lieu, c'est la Wi-Fi. Ça fait partie des éléments, carrément. Mais pour le coup, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que le plus important, peu importe si c'est pour acheter un billet d'avion ou par rapport à son équipe ou par rapport à un client, c'est l'anticipation en fait. C'est toujours pouvoir prévenir en amont, pouvoir dire où est-ce qu'on va partir, quel va être le décalage horaire et si en effet c'est accepté ou pas. Parce qu'il y a en effet des clients qui ne l'acceptent potentiellement pas, d'autres qui l'acceptent au contraire, qui disent bah voilà, on est sur un projet qui peut se permettre qu'on n'ait qu'une plage horaire de 2 ou 3 heures où on est vraiment synchro et que bah, toi après c'est déjà la nuit ou alors inversement toi c'est hyper tôt le matin, ça peut fonctionner ou pas. Par exemple chez nous, chez Jelly Smack, aujourd'hui on peut travailler de partout en Europe parce qu'on est, déjà il y a l'histoire de toute la partie légale, la partie également fiscalité qui fait que travailler dans un autre pays que l'espace Schengen c'est un peu compliqué pour l'instant, mais aussi dans le sens où on a aussi la chance que le décalage horaire c'est plus ou moins 1, 2, peut-être vraiment 3 heures si on va très loin, mais ce qui reste relativement très honnête pour le coup. Alors que c'est vrai que si par exemple mon équipe aujourd'hui est à Paris, si je vais travailler disons à Los Angeles, là ça va être très compliqué parce que les seuls meetings qu'on va pouvoir faire c'est pour eux 18h30 19h et pour moi 8h du matin. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et ça je confirme, ça je l'ai vécu à un moment où moi j'étais en Thaïlande, j'avais mon client qui était à Paris et on avait un autre freelance qui était je crois au Mexique. Donc en termes de réunion, le seul créneau qu'on avait c'était à peu près entre 15 et 16 heures heure de Paris. Moi il était 21h et lui il était 7 ou 8 heures au Mexique. Vous arriviez à compiler quand même? Et on arrivait. Alors, c'était pas forcément évident, mais... Parce que moi j'ai une autre question qui me vient, ça tombe bien qu'on ait deux profils différents, qu'on ait un profil entrepreneur et un profil employé d'une boîte, parce que ça permet justement de voir un peu avec les nouvelles boîtes qui aujourd'hui qui s'ouvrent de plus en plus au nomadisme, comme tu disais tout à l'heure, parce que tu vois, tu peux clairement rencontrer des problématiques que tu ne rencontres pas en tant qu'entrepreneur. Toi, de ton côté, justement, quand tu les as rejoints, c'est parce que tu es digital nomade, mais est-ce que tu as c'est quoi les contraintes qui te mettent en place? Est-ce qu'ils te disent, tu parlais de décalage horaire, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui disent, écoute, ça, faut pas y aller, ça, faut pas faire, ça, faut pas... après tu te débrouilles. Est-ce que tu as un budget pour bosser de la maison? Parce que tu as de plus en plus de boîtes aujourd'hui qui te payent un office dans la maison ou bien ton abonnement au coworking. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Alors pour le coup, tu as couvert il y a plusieurs questions du coup qui vont être à couvrir. Je balance tout le temps. Non mais t'as bien fait. Comme ça, moi je peux me reposer. Pour le coup, tu as bien fait. En gros, je vais répondre en essayant de répondre à tous les points. Globalement, ce qui m'a attiré chez eux, c'est qu'ils ont du coup cette fameuse politique qu'ils appellent le Work from Jellyware.
Globalement, c'est vraiment d'avoir dans la culture interne de l'entreprise le fait de, déjà, si tu as un ordinateur et une connexion Internet, tu peux travailler d'où tu veux, de base. Et surtout, le fait qu'ils l'encouragent. C'est-à-dire qu'on en parlait quand c'était au téléphone ensemble. Tu as beaucoup d'entreprises qui disent « Ouais, on fait du télétravail, mais c'est un peu, finalement, c'est 15 jours par semaine, machin. » Alors que là, c'est vraiment quand tu veux, comme tu veux. Quand je dis quand tu veux, quand tu veux, c'est il y a en gros... Comment dire ? Ils n'imposent quasiment rien, si j'ai envie de dire. J'ai envie de dire ce qu'ils imposent, en fait, c'est le légal qui est déjà existant, qui n'est même pas, en fait, lié à l'entreprise, mais qui est lié à la France elle-même, finalement, qui est lié au droit qui existe aujourd'hui. À savoir, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de l'espace Schengen. C'est tout simplement pour une question également de contrat, pour une question d'assurance. Aujourd'hui, en effet, tu peux faire du télétravail à l'étranger. À raison, si je te dis pas de bêtises, c'est 6 mois par an et au maximum de 3 mois à la suite. Parce qu'en fait, si tu fais plus, justement, que 3 mois... par exemple, tu fais 3 mois et 1 jour, ou si au total à l'année, tu fais plus de 6 mois cumulés dans l'espace Schengen, tu vas passer en fait comme expatrié. Et donc, du coup, tu n'es plus dans les mêmes éléments de fiscalité, tu n'es plus dans les mêmes éléments de droit. Et là, autant pour l'entreprise que pour l'employé, ça devient un bazar très compliqué. Donc finalement, c'est la seule contrainte que JSMAC m'impose, mais c'est même pas eux qui me l'imposent, c'est juste le cadre légal en fait qui est comme ça, tout simplement. Et par contre, ce qui est très important, c'est peu importe où je bouge, que ce soit je pars de Paris pour aller à Lyon, je pars de Paris pour aller à Porto, c'est d'avoir évidemment la validation de mon manager qui doit savoir voilà où est-ce que je bouge quand même, et surtout d'informer les RH en disant voilà, je vais partir de telle période à telle période dans telle ville, par exemple. Voilà, la semaine dernière j'étais dans les Landes, ils étaient au courant. Par contre, c'est du moment où on va partir à l'étranger en Europe, où là, je dois déjà en effet encore avoir la validation de mon manager, mais aussi des ressources humaines, parce que là, on part quand même dans un autre pays, il peut y avoir un décalage horaire, donc il y a quand même une petite validation quand même à avoir derrière. Je ne peux pas partir sur un coup de tête en me disant, tiens, ce soir, je prends un billet, je pars demain matin. Il y a un outil que vous utilisez pour ça ou c'est un mail que tu envoies Pour le coup, on a un formulaire tout simplement qu'on va remplir où on va mettre du coup dans quelle ville on va aller, à quelle période. On va demander également un justificatif de l'endroit où on va aller. Derrière, ils ont leur database, ils nous recontactent pour pouvoir revalider les points. Et justement, quand tu me posais la question qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, de la même façon, ils vont nous dire voilà, quel est le cadre légal aujourd'hui. Demain, tu veux partir, littéralement, là je pars à Porto en novembre pour faire tout le mois là-bas. C'est l'idée, c'est que tu pars pas dans le cadre d'une mission, tu pars dans le cadre d'un projet personnel. Donc du coup, il faut bien aussi se prendre en compte le fait que l'entreprise peut te couvrir jusqu'à un certain point, mais par contre, tu ne pars pas dans le cadre d'une mission. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui est différent aussi, que du coup, tout ce que tu réalises, c'est également, c'est toi qui le fais, tout simplement. Donc il faut prendre conscience de ça, que s'il arrive quelque chose, c'est pas toute l'entreprise qui prendra, ce qui ne part pas en mission. C'est l'entreprise qui t'autorise à partir travailler à l'étranger. Et ce qui est pour le coup complètement différent que d'être indépendant, où là, pour le coup, tu es littéralement ton propre boss, si je peux dire. Oui, tout à fait. En tant qu'indépendant, tant que tu en parles à ton client et que c'est clair, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Parce que demain, tu peux pas aller bosser au... vas-y, excuse-moi. Je peux revenir à la question en fait de où est-ce que tu es pour bosser, mais tu peux quand même aller bosser aux États-Unis ou pas du tout? Alors ça, c'est en train d'être en réflexion. Je sais qu'il y a potentiellement qu'on appelle ça une petite politique interne qui est en train de se faire pour pouvoir potentiellement aller aux États-Unis. On a aussi également des offices en Corse et également en Angleterre. Mais c'est plus compliqué. Bon, déjà avec le Covid, ça a posé pas mal de soucis. Mais de manière légale, je veux dire, par rapport au temps passé à l'étranger, est-ce que tu peux, en dehors de l'espace Schengen, est-ce que tu peux aller bosser aux États-Unis sans contrainte? Tu dois avoir une limite de temps aussi, je pense. Pour le coup, c'est en fait, c'est ça la différence également avec l'espace Schengen versus le reste du monde. C'est déjà l'histoire de visa aussi, où parfois tu peux avoir une question de sponsoring ou autre. Donc c'est pareil, c'est plus du tout le même cadre. Toutes les fois où j'ai travaillé, par exemple aux États-Unis ou en Arabie Saoudite ou autre, c'est toujours dans le cadre d'une mission où un visa a été fait exprès justement pour cette mission-là, ou alors par exemple si c'est sur une durée relativement courte, ton passeport pour le coup t'alloue entre guillemets une certaine durée sur le territoire. Si c'est juste pour un cadre précis et pas monter une entreprise ou autre, c'est complètement différent. Donc pour l'instant on est sur l'espace Schengen, il y a des choses, ils sont en train de travailler pour l'ouvrir. Pour l'instant je peux pas dire que c'est fait, je sais que c'est en cours et on verra dans combien de temps ça prend, tout simplement. Et pour le côté que tu as dit, et j'essaye de pas oublier tes questions, celle, est-ce que l'entreprise nous aide par rapport à ça? J'ai envie de te dire, ils aident au niveau du matériel, évidemment. Donc ça va être l'ordinateur, ça va être le clavier, la souris, ça va être le deuxième écran, de base pour tous les employés. Okay. Et tu as également, c'est vraiment très très cool. Et également, tu vas avoir un budget, je crois, alors je prends des pincettes là-dessus, mais je crois que c'est au bout de 2 ou 3 mois
dans l'entreprise, on a un budget de 250 € par employé que tu peux utiliser pour, pareil, grandir ton setup. Et là, pour le coup, c'est un budget sur facture, donc pour être sûr que quand même tu n'achètes pas n'importe quoi. Et pour le coup, ça peut être, imaginons, tu as un clavier et une souris, on va dire, standard qui sont donnés dans ton package. Si tu veux ton trackpad ou si tu veux ton Magic Keyboard, c'est parti, ça te fait 250, et c'est rempli dans le budget. Si tu veux une nouvelle lampe, si tu veux C'est par mois ou c'est... Alors c'est vraiment une enveloppe que tu as une fois et que tu lises une fois. Okay. Alors par mois, ça ferait beaucoup quand même. Parce qu'en fait, je pose la question parce que tu vois, t'as des boîtes, déjà je les vois passer sur Welcome to the Jungle, où en fait elles te disent, ok, nous, télétravail clairement autorisé, on te fournit l'ordi, le téléphone, tout ce que t'as envie, mais en plus de ça, si tu veux bosser de la maison, on t'alloue en fait, ils payent en plus mensuellement pour qu'ils puissent installer un setup dans la maison, ou bien ils vont leur payer en fait leur abonnement au WeWork, ou bien leur abonnement au Ojo, ou peu importe. Pour le coup, pour ce qui est du WeWork, alors pareil, j'ai pas envie de m'avancer, mais je sais que c'est des sujets qui sont en cours aussi. C'est des sujets qui sont en discussion pour le coup, mais que je peux pas valider aujourd'hui. Je sais qu'en tout cas, on est en train d'ouvrir des nouveaux pays. Donc par exemple, on a parlé tout à l'heure du Brésil, on a parlé de la Corée du Sud, etc. Donc forcément, le WeWork va arriver. Donc potentiellement, oui. Après, tu vois, reprenons l'exemple de Porto. Pour le coup, tous les frais de déplacement, pour le coup, sont à mes frais. Bien sûr. Par contre, je peux utiliser le matériel que m'a donné JellySmack ou ce fameux budget justement de 250 € que je n'ai pas encore cramé justement pour potentiellement prendre des outils qui peuvent m'aider à être encore plus confortable lorsque je vais être là-bas. Donc du coup, ça peut être un tapis de bureau du coup qui peut se rouler, qui peut rentrer dans la valise, etc. Ou alors tout ce qui peut être le stand-up, tout ce qui peut être par exemple un petit micro que tu peux poser à côté. Toutes ces petites choses qui cumulées font que tu as un vrai espace de travail. Ça te fait un peu de tour de contrôle mobile et puis c'est parti. Et après, aucune aide vraiment sur le logement, aucune aide même, en fait, même pas forcément financière, mais est-ce que tu n'aurais pas par exemple des perks? Tu vois, ils peuvent te dire, là tout à l'heure tu parlais du WeWork, mais ça peut être, je sais pas, passe par Airbnb, on a moins deal, 15%, tu vois. Aujourd'hui, non, en tout cas. Ok. Parce que tu vois, en fait, on pose des questions parce que tu te dis que ça doit forcément exister et à quel point aussi c'est important pour toi en tant que dirigeant, par exemple, d'entreprise, de mettre en place ça dans ta boîte pour recruter les talents de demain. Parce que je suis curieux du coup de savoir si toi tu y penses, Dorian. C'est effectivement, moi c'est des questions que je me pose. C'est de se dire, est-ce que c'est quelque chose que tu favorises? Alors j'ai envie de dire oui. En tout cas, le télétravail on le favorise parce que pour l'instant, pour les recrutements qu'on a fait, c'est des gens qui sont à distance, même pour des stages ou autres. Et pour le télétravail, franchement, c'est une question qui se pose. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse parce qu'on n'est pas encore assez gros pour avoir vraiment réfléchi à mettre ça en place. Mais étant donné qu'on va dire on avait une structure qui est faite de zéro pour être travaillé à distance. Oui, ça rentre. Et du coup, avec mon associé, nos premières relations de travail, elles étaient avec un décalage horaire de 9 heures. Donc, on a posé les bases là-dessus. Mais tu vois, toutes ces questions-là sont posées parce que c'est des trucs que moi déjà j'aimerais bien faire, à la fois pour Jim Key, même pour Fred. Mais il bouge pas d'ici, je vous le dis, vous inquiétez pas. Non, mais c'est les micros, ça peut se placer de partout. C'est pas pour bouger. Après, quand t'as un média, c'est compliqué de bouger. Nous, on est bloqué ici pour le coup. Sûr. Mais tu vois, pour la team que tu vas avoir, de te dire comment est-ce que tu mets en place ça, parce qu'encore une fois, si on prend l'exemple d'une boîte tech, t'as pas forcément besoin que l'ingé soit en face de toi. C'est même pour lui, je pense qu'il est bien content. Tu sais que même pour nous, on en a déjà discuté en off en vrai, donc je vais rien t'apprendre tout ça, mais on y pensait par exemple sur l'organisation de tournage. Alors là, par exemple, aujourd'hui, on tourne plusieurs épisodes. Tu vois, ça nous permettrait peut-être d'avoir 2 semaines où tu sais que tu peux partir faire une semaine ou 2 à Porto. Mais ce que je veux dire, c'est que tu restes quand même en fait si je dois parler de la vision de revenir. Exactement digital nomade que j'ai, moi, le truc parfait que je vois, c'est d'avoir un hub. Je pense que c'est pareil pour ta boîte, d'avoir un hub et ensuite d'avoir en fait des employés un peu partout, mais qui peuvent venir se retrouver sur ce hub là. Ils l'ont à Levallois, je crois, sur Paris. Alors complètement. Pour le coup, il y a 2 sujets en fait par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est que pour le coup, ils poussent le télétravail pour plusieurs raisons. La première, c'est pour le côté qualité de vie, tout simplement, parce qu'ils ont vu que déjà tout se passe extrêmement bien et que les employés sont ravis en fait d'être en télétravail et vraiment ils mettent bien le côté remote first
dans les offres, c'est très bien expliqué aussi dans les entretiens de recrutement. Enfin, tu vois, c'est pas la surprise en mode, au fait, tu restes chez toi. Non, ils expliquent bien le truc. Et 2 éléments par rapport à ça. Le premier, c'est qu'en effet, donc pour Paris, on a des bureaux à Levallois. Et même si dans mon contrat, c'est écrit « je suis en télétravail », je peux venir sans problème dans les bureaux de Paris. On a un petit outil qui s'appelle Café, pour le coup. Je n'ai pas de part chez eux, mais voilà, qui peut peut-être changer d'ailleurs. Mais globalement, qui nous permet de réserver justement un spot dans les bureaux où je peux venir 1-2 fois par semaine. Et du coup, ça me permet également, et c'est important finalement, lorsqu'on commence dans une nouvelle entreprise, de rencontrer une partie de l'équipe, de rencontrer les RH, de rencontrer les créateurs. Parce que Slack, tout ça, ça suffit pas forcément. Et c'est pour ça que on avait un débat la dernière fois sur Discord ou Slack. Mais tu vois, c'est un gros sujet ça. Dans la vision que tu peux avoir sur le télétravail, tu dis que tu vois, des outils comme Discord par exemple, ils peuvent vraiment en fait pousser cet échange là. En fait, tu peux venir, contrairement à Slack, créer des rooms en fait vocaux, oui. Et tout de suite en fait tu peux rentrer dans une room par comme exemple, si tu travaillais exactement, en... tu vois, comme ouais, si carrément. c'est plein de choses comme ça auxquelles tu penses. Et les questions que je te pose en fait, des questions pour savoir, pour avoir ton point de vue par rapport à ça, voir si c'est des choses qui sont intéressantes à mettre en place ou pas. Après, encore une fois, ça dépend aussi des budgets des startups. Entre les startups qui ont levé et celles qui sont bootstrap, il y a 22 mondes de différence. Mais de se dire que ça serait quand même pas mal, tu vois, pour tes employés, de leur dire tu bosses d'où tu veux. En plus de ça, nous, on a peut-être un partenaire avec tel et tel, comme l'a dit tout à l'heure Flo, Airbnb, tu peux aller là, tu auras moins ça. Et vraiment le pousser encore plus que simplement dire, écoute, tu pars, t'as le matos, mais vraiment accompagner et pousser ta team là-dedans. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte depuis tout à l'heure. C'est extrêmement clair. Non, et pour le coup, je t'avoue que je serais pas étonné qu'ils poussent encore le truc, parce que c'est vraiment un fer de lance chez eux. Et l'élément que je voulais rajouter par rapport à ma précédente réponse, c'est que pourquoi est-ce qu'ils le poussent aussi ? C'est même pas une question qu'ils le poussent, c'est surtout ils l'utilisent comme un avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir recruter aussi en télétravail, ça veut dire pouvoir recruter partout. Ça veut dire que tu peux recruter en France, à Paris, à Lyon, en Angleterre, dans le fin fond de l'Angleterre, pouvoir recruter aux États-Unis, pouvoir recruter. Et même avec des boîtes comme Deal qui viennent de lever je sais pas combien de millions, tu peux vraiment en fait, et ça c'est la découverte de cette semaine, mais en gros tu peux recruter un employé, il va pas de sponsor, j'ai juste vu te passer cette semaine, mais en gros tu peux recruter ultra facilement un employé dans un autre pays et en fait eux ils s'occupent de toute la merde qu'il y a avec et toi tu veux dire administrative en gros. Ah ouais, toute la merde. J'ai pas vu passer le truc. En fait c'est une sorte de PFIT sous dopé qui te permet de gérer ça un peu partout. C'est ça, et plus orienté freelance justement. Ouais. Et justement il est utilisé chez nous pour les salariés aussi on l'utilise pas pour les salariés par contre, okay. mais ça, il y a la partie salariée aussi quoi. Pour les quelques freelances qu'on a chez nous, en effet c'est utilisé, mais surtout dans le sens, tu vois, ce côté encore, j'insiste un peu dessus parce que c'est vraiment un point important, dans le sens c'est se dire ne pas limiter les talents qu'on recherche aujourd'hui à une zone géographique ou à une ville. C'est qu'en fait, tu peux trouver des personnes extrêmement créatives de partout, extrêmement compétentes de partout, et justement le fait de recruter dans tous ces pays, dans tous ces mélanges de cultures, dans tous ces backgrounds, ça te permet d'avoir après une entreprise qui hyper ouverte d'esprit, qui est hyper multiculturelle. Là pour le coup, tu vois, je parle des bureaux de Paris, mais dès que je passe les bureaux, on a des personnes qui viennent de tous les pays, on a des personnes qui viennent des États-Unis, qui ont vécu X temps en Angleterre, qui ont vécu en Asie, qui ont vécu de partout, et ça c'est juste complètement dingue en fait, et ça te fait vraiment une mixité mais énorme. Et c'est ça qui va aussi intéresser pas mal d'entrepreneurs qui se lancent et qui débutent, de se dire ok, en fait dès que tu te lances, de penser à ça tout de suite et pas te limiter. Tu vois, donc si on prend notre exemple, nous le Notion il est en anglais, tu vois, dès le début, alors qu'on n'a peut-être pas du monde aujourd'hui, mais tu dis tu réfléchis en fait à l'avenir, à ton pool de talents que tu peux prendre, tu dis pourquoi me limiter à la France si demain je peux recruter en Pologne, au Portugal, en Italie, au Maroc, peu importe, tu vois, et tu dis ces talents-là tu peux les choper. Aujourd'hui, tu as tellement d'outils à ta disposition pour pousser le fait de bosser dans n'importe où. Et en plus de ça, de ce que je comprends, toi, tu kiffes en fait la boîte dans la qualité parce que aussi elle t'apporte ce truc-là. Donc je pense que demain, il y aura beaucoup plus d'attentes sur cette partie-là. Après, full remote, moi personnellement, j'y crois pas trop. Mais d'avoir en fait, comme je te l'ai dit, un hub où tu peux repasser. Exactement, où tu peux passer voir ta team et après, eux, ils peuvent aller où ils veulent, revenir quand ils veulent revenir. Je pense que c'est un énorme point fort. Je suis curieux de voir comment toi tu l'as mis en place justement dans les sujets, les premiers recrutements et tout. Justement, en fait, moi, je pense qu'il y a 2 points qui sont super importants. C'est qu'effectivement, quand tu le mets en place dès le début, c'est de ne pas faire de différence entre les gens qui vont travailler sur place et les gens qui travaillent à distance. Parce que tu peux très vite avoir ce phénomène de toutes les petites discussions de café
on va dire, qui vont se faire entre les gens qui sont sur place et que tu peux plus avoir avec les gens à distance. Et il faut faire super attention de ne pas avoir cette séparation de deux mondes. Et comment tu gères ça, toi, du coup? Faut créer un Discord et l'appeler Coffee Machine. Non, mais en réalité, c'est vraiment ça. C'est C'est d'avoir des moments déjà où tu te retrouves ensemble, mais que tu sois présent sur place ou pas sur place. Typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un moment, c'est que tous les mercredis, on prend une demi-heure où on discute de tout, sauf du boulot. Bon, parfois, on discute quand même un peu du boulot. Mais juste de pouvoir créer du lien entre les gens. Et effectivement, tous ces outils, Slack, Discord ou autres, ça aide énormément. Et comme tu t'en parlais, d'avoir toute la doc qui soit déjà bien écrite, tous les process, et qui soit accessible de la même façon pour tout le monde, et qu'il y ait juste zéro différence entre quelqu'un qui vient au bureau le matin et quelqu'un qui vient à son bureau à 500 km ou à l'autre bout du monde. Ça prend du temps à faire, mais je pense que c'est ultra important d'avoir en place. Clairement. Tout à fait. Vous avez d'autres outils que vous recommandez? Excuse-moi, vas-y si tu veux rajouter un quelque chose. Non, mais je pensais juste à des trucs tout bêtes, mais d'aller dire bonjour sur ton Slack ou sur ton Discord le matin quand tu arrives. Ah oui, ok. Au même titre que tu irais dire bonjour à ton collègue ou ta collègue. Clairement, ouais. Ouais, donc avoir une habitude d'utilisation du Discord. Sur le channel général, t'arrives, salut tout le monde. Exactement. C'est vrai que tu penses pas forcément. Non, c'est. C'est ça, et je pense que tu peux même encore plus généraliser le sujet, en fait, que ce soit d'ailleurs dans le pro ou dans le perso, d'ailleurs, c'est un double sujet là-dessus. Je pense que le plus important, en fait, on a deux sujets aujourd'hui. Là, on a le sujet de travailler en équipe en télétravail, que ce soit en nomade ou pas nomade, et ce côté de, on va dire, être du coup, on va dire personnellement en train de bouger. Tu vas avoir ce côté de finalement, j'ai une équipe, tu vas avoir ton perso et ton pro, et c'est finalement toujours le même vecteur qui est la communication finalement. C'est-à-dire ne jamais, c'est en tout cas le retour que j'en ai moi, c'est surtout ne jamais couper les liens de communication qu'on a avec qui que ce soit, c'est-à-dire que lorsque tu pars, c'est garder en effet le contact avec ton équipe, c'est en effet le bonjour du matin. Ça va être par exemple, tu vois, les trucs tout bêtes de passer une bonne semaine le lundi, c'est le vendredi mettre ton petit gif de Thank God It's Friday. Tu vois, c'est toutes ces petites choses, mais qui font que tu gardes le contact, parce que sinon, en fait, tu es devant ton ordi, tu es devant ton Slack, mais finalement, tu reçois un direct message que lorsqu'il y a un problème, que quand il y a une question, tu n'as pas une relation naturelle de, comme tu disais, c'était hyper bien imagé, de j'arrive le matin, j'entre dans mon bureau, je dis bonjour et on va se prendre un café. En fait, tu le pas digitalises, mais tu le numérises, on va prendre ce mot-là. C'est un gros taf. Là, quand tu m'en parles, en fait, j'imagine le truc et c'est un taf quand même. C'est pas un gros taf, en fait, c'est des petites habitudes qui viennent. Voilà. Ouais, puis je pense qu'il faut briser la glace aussi avec des événements physiques peut-être dès le départ. Je sais pas comment tu les as onboardés ou des choses comme ça, mais est-ce que tu dis pas ok, on fait peut-être, je sais pas, 2-3 jours tous ensemble, comme ça déjà t'as pas la frayeur de te dire putain je suis sur Slack ou je suis sur Discord, il y a 10 prénoms que je connais pas, bon salut Dorian, ok mais on se connaît pas forcément. Et le salut du Discord, est-ce qu'il vaut le même salut que quand tu croises la personne Non, clairement c'est pas pareil. Alors nous dans notre cas c'est assez particulier parce qu'au maximum on a été 4 personnes. Ok, oui. Mais alors effectivement toujours le but c'est que les gens qui sont venus bosser avec nous, c'est de les avoir au moins une semaine au début. Carrément. Pour pouvoir créer du lien. Et c'est bête, mais le lien que tu crées en physique au départ, en allant manger ensemble, en prenant un café, en discutant le soir ou le matin, c'est pas la même chose. Tu crées du lien et c'est finalement ça en fait qui est le plus important qui vient dans la communication, c'est créer ce lien avec la personne. Et pour le coup, j'ai 2 exemples. J'ai l'exemple d'une personne que je n'ai littéralement pas vue en physique pendant 1 an. C'est-à-dire c'est quelqu'un, je travaillais du coup à Paris, elle travaillait à Barcelone, pardon. On l'a recruté, je l'ai formé, on a travaillé ensemble, on a organisé des événements virtuels du coup. Je ne l'ai rencontré qu'au bout d'1 an en physique. T'avais pas l'impression de la redécouvrir ? Alors pour le coup si, et c'est vrai que pour le coup l'effort que, alors entre guillemets pas l'effort que ça a demandé, mais là où j'en ai pris conscience en tout cas, c'est l'importance de l'onboarding. Les premières semaines, tu parlais justement de cette première semaine d'être avec du coup ce nouvel employé pour prendre le temps, pour manger ensemble, pour créer ce lien, le former. Là ça a été pareil, donc Aileen d'ailleurs qui est une personne extraordinaire, pour le coup ça a été hyper important de régulièrement se parler et même parler de tout et de rien. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? Du coup elle était à Barcelone, donc elle me pendait sous le nez le côté je vais à la plage faire un petit... D'où l'importance du channel random qu'on aussi pas assez souvent, quoi. Exactement, et pour le coup c'était hyper important d'avoir un contact très fort pour qu'on puisse avoir ce côté certes très professionnel de formation, mission, etc. mais également créer du lien social pour qu'elle se sente à 100% dans l'entreprise. En plus, elle était littéralement
toute seule à Barcelone. Donc encore plus important de lui dire bah oui, tu fais bien partie de l'entreprise, c'est même pas juste dire, c'est le montrer, c'est faire les actions pour. Ça peut être en effet, tu parlais du channel café par exemple sur Discord. Bah, par exemple, on avait mis, je crois que c'était tous les jours 15 minutes. Alors venez qui voulait évidemment, mais un petit Google Hangout tous les jours à la même heure. Et venez qui voulait pour justement se faire un petit café, pouvoir discuter un peu de tout et de rien, pouvoir un peu souffler un petit peu. Alors le quart d'heure pouvait devenir demi-heure, mais tu me diras comme un vrai café finalement, c'est un peu la même chose. Ou par exemple faire des activités en ligne, comme par exemple faire gamer ensemble, un plateau. Voilà, non mais tu vois par exemple faire les Pictionary ou tous les autres trucs dans ce genre-là. Et allez, je revois encore un coup de JSMAC, mais là où ils font des trucs qui vraiment m'a juste bluffé quand je suis arrivé, c'est que par exemple, ils prennent vraiment en compte le remote jusqu'au bout, dans le sens où chaque semaine, ils organisent en ligne des sessions de yoga, des sessions de cuisine, de dessin, pour vraiment pouvoir retrouver d'autres personnes, pour pouvoir s'ouvrir et pas justement être juste je suis là pour travailler. Tu as plein de clubs de partout aussi, donc les Jelly Clubs sur par exemple le foot, sur là il y en a un qui s'est ouvert sur les plantes par exemple, où du coup bon clairement je leur montre pas les photos de mes plantes sinon ils vont pleurer, mais du coup c'est vraiment ce côté, j'ai un peu débordé mais il y a vraiment deux sujets, ce côté onboarding il faut vraiment accompagner cette personne-là si qu'elle soit physiquement présente ou pas présente. Donc là, on avait le cas d'Aileen. Mais d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais je parle trop. Non, pas du tout, mais il y a une question en fait qui revient tout à l'heure, j'allais te la poser et je me dis, le bon moment, là tu m'as dit onboarding, je t'ai attrapé au bon moment, mais c'est dans le sens où, comment, toi tu as été onboardé dans ce truc-là, et c'était quoi tes attentes en tant que digital nomade de dire, ok, comment... D'ailleurs, je me rends compte qu'on fait beaucoup plus le lien remote, travail en remote que digital nomade. Ça reste en fait dedans. C'est lié. C'est très lié. Et je pose des questions perso, je suis désolé. Non, vas-y. Mais dans le sens où, toi, ton côté, c'était quoi les attentes que tu avais de l'onboarding là-dedans pour rentrer dans ta boîte, et qu'est-ce que ça a été vraiment? Comment est-ce qu'ils t'ont intégré à tout ça? Et bien pour le coup, là pareil encore, j'étais extrêmement surpris où l'onboarding est extrêmement cadré, que ce soit sur la réception de ton ordinateur, que ce soit sur la création de tous tes comptes. Et tu as par exemple toute la première journée qui est dédiée à de l'onboarding, c'est-à-dire que tu vas avoir une session où tu vas rencontrer déjà... Du coup physique ou virtuel virtuel pour l'instant. Okay. Virtuel, alors déjà de par le Covid, quand j'ai commencé il y avait encore, c'était très limité pour venir dans les bureaux, et puis tu as ce côté où chaque semaine, comme on disait, on recrute entre 20 et 70 personnes. Ces 70 personnes ne sont pas toutes à Paris, tu en as en Angleterre, tu en as dans les autres pays. Mais comment ça s'est passé du coup? Et bien pour le coup, on est tous arrivés dans le même Google Hangout, où du coup on nous a tous accueillis, on a, un peu comme à l'école, mais fait l'appel, c'est le cas de le dire, mais on a pu, alors pas se présenter parce qu'on était beaucoup, mais on a pu nous représenter l'entreprise, représenter les outils. Ensuite, on est passé 1 heure avec un RH qui nous aurait expliqué que font les RH, qu'est-ce qu'on peut leur demander, comment ça fonctionne. On avait des sessions aussi, et c'est là l'importance en effet d'avoir un Notion bien rempli, c'est que du coup, ils nous laissaient des temps là plus en autonomie, où ils disaient consultez tel Notion, il y avait des vidéos où ils présentaient tous les grands cadres de métiers qui existaient dans l'entreprise, le monteur, le copyright. J'ai envie de le voir à quoi il ressemble le Notion. Non, franchement, il est en béton armé ce Notion. C'est très impressionnant pour le coup. Ils ont fait un travail monstrueux. Et derrière, tu as même eu une session par exemple en quiz avec du coup tout ce que tu as pu voir. Donc c'était le mardi. Donc tout ce que tu as pu voir sur le lundi, du coup voir si tu avais tout retenu. Surtout le travail monstre que ça demande sur les updates, parce que s'ils tournent une vidéo de présentation de tel ou tel truc il y a 4 mois, là ils doivent forcément retourner une autre différente. Pour le coup, là où ils ont été smart, c'est que tu vois, ils ont fait des contenus qui n'ont pas forcément besoin d'être modifiés. J'entends par exemple, tu vois, le boulot d'un monteur vidéo, ça restera le boulot d'un monteur vidéo. Par contre, en effet, dire combien est-ce qu'on est d'employés, combien est-ce que de pays est-ce qu'on a ouvert, là c'est quelque chose qui en effet va évoluer chaque semaine, où là c'est Lenny, la personne qui s'occupe de la culture interne chez nous, va justement updater chaque semaine dans ses slides. C'est un taf à temps plein en fait de gérer ce Notion. Alors pour le coup, c'est un taf complètement à temps plein. Tu as une équipe qui est dédiée à toute la culture interne, à toutes les pages Notion. Il y a plus de 1000 employés. C'est on se rend compte, mais 1000 employés, il y en a combien qui sont en pur remote? Est-ce qu'il y a combien tu sais à peu près, c'est quoi le pourcentage où il y en a qui, je présume, comme on parlait tout à l'heure en off, mais ceux qui sont en studio font très peu de remote, voire pas du tout. Complètement. Mais tu dois avoir une partie support peut-être identique et... pour le coup, dans la partie IT, en effet, tu vas avoir l'IT support, donc tout ce qui va être du coup... réception, préparation, envoi des ordinateurs, en effet, là, t'es en physique complètement, t'as pas le choix. Mais par contre, tu vois, là aujourd'hui, alors c'est très drôle parce qu'on est 6 aujourd'hui, mais on vient de recruter 5 personnes cette semaine, donc on vient de doubler en une semaine. Et je crois qu'il y a que 2 personnes vraiment qui sont en full physique.
et les autres, on va être complètement en télétravail. On a une personne à Lyon, une personne qui est en Angleterre qui va revenir en France. Mon responsable, que j'ai rencontré ma première semaine en physique à Paris, qui le week-end même descendait à Annecy. Donc pour le coup, maintenant, il vit à Annecy et du coup, on est tous quasiment en télétravail. Mais on essaye de s'accorder pour venir de temps en temps dans les bureaux, justement pour créer ce lien, pour se revoir. On essaie de s'organiser pour se voir tous ensemble. Mais pour répondre à ta question de pourcentage, j'avoue que je n'ai pas le pourcentage exact. Mais en tout cas, du moment que tu es dans un poste où tu n'as besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Internet, tu es considéré en télétravail directement. Donc c'est plus si tu es plutôt dans l'office management, les studios, tout ce qui va être gestion de la flotte IT, où là en effet tu dois être présent en physique, où là en effet tu vas être directement dans les bureaux. Ok. Je suis curieux de savoir combien ça représente de pourcents sur une team de plus de 1100 personnes. Pour le coup, je pense que sur les 1100, le pourcentage en physique obligatoire, il ne doit pas être énorme. Ouais. Moins de 10%, tu penses ? Franchement, je ne serais pas étonné. Ok. Je ne serais pas étonné du tout, parce que tu vois, on est quand même 1000. Je veux dire, voilà une stat que je peux utiliser. Mais du coup, quand on a fait par exemple, on a fait une soirée pour fêter justement les 5 ans de l'entreprise. Alors, on l'a fait à 6 ans vu que du coup, on a eu le Covid qui a bloqué. Mais globalement, tu vois, je crois qu'on était littéralement plusieurs centaines, si je dis pas de bêtises. Mais je n'ai jamais vu autant de monde dans les bureaux physiquement. Parce que tout le monde est chez soi. Justement, quand il y a ce genre d'événement qui se passe, est-ce que c'est l'entreprise qui paye les frais pour venir ou c'est chacun? C'est l'entreprise pour le coup qui prend en charge tout. Par exemple, tu vois, l'équipe de Corse, l'équipe de dev, ils sont juste tellement bien là-bas. Du coup, tous les frais en effet étaient payés. Donc du coup, ça veut dire l'hôtel. Ça veut dire, alors évidemment, dans le cadre de la période de cet événement, évidemment, c'est-à-dire que s'ils décident pour une raison X ou Y de rester le week-end, évidemment là, c'est pour leurs frais, donc c'est à eux de prendre leur Airbnb. Tu m'étonnes après qu'ils attirent les meilleurs talents comme ça. Mais pour le coup, ouais, ça c'est complètement pris en charge, parce que pour le coup, c'est ça que je trouve assez beau, c'est que tu vois, ils offrent l'opportunité à des personnes de pouvoir justement travailler d'où ils le souhaitent. Si on leur dit ouais, par contre, une fois par trimestre, globalement, on va avoir, j'imagine, une fête de Noël qui ne devrait pas tarder, globalement, pareil, ils vont prendre les dispositions pour les faire venir en fait. Et c'est ça que je trouve très très fort. Putain. Là, il faut s'accrocher, tous les startups, tous les founders, pour ramener des talents en plus du projet. Non, mais j'avoue que moi, c'est le genre de truc qui me fait rêver de faire. Claire, toutes les questions que je lui ai posées, t'inquiète pas que c'est des questions que c'est pour moi en fait. Je me doute bien. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la charge de travail pour préparer tout ça, je pense que pour vous, effectivement, c'est un truc qui est énorme parce que vous êtes une grosse équipe. Il y a sûrement énormément de process, de choses à connaître. Carrément. Et j'avoue que nous, de notre côté, pour une petite équipe, on a fait ce travail, mais j'avoue que je considère même plus ça comme une charge de travail, mais je considère ça plus comme un gain de temps. Carrément. Parce qu'en fait, ça nous arrivait d'onboarder des gens à un intervalle peut-être d'un mois ou deux entre chaque personne. Et le fait d'avoir fait une bonne procédure, ça a pris beaucoup de temps la première fois. Un mois plus tard, on a dû onboarder quelqu'un d'autre. On a modifié 4 lignes. Le truc, on avait notre template directement sur Notion. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça prend comme. Là, tu vois, il y a le 1er novembre, j'ai 4 alternants qui arrivent. Et là, justement, je suis en train de bosser le Notion pour qu'ils arrivent et ça prend un temps fou. Parce qu'en fait, quand tu l'as pas fait dès le début, quand tu l'as pas fait petit à petit, et quand tu arrives au moment où tu recrutes tes premières personnes, là tu dis putain, parce qu'en fait c'est du temps en fait que tu mets pas sur autre chose d'ultra important, mais tu dis que tu vas gagner du temps après, mais sur le moment c'est clairement son taf de tous les jours, hein. C'est exactement ça. Ouais, alors, tout à fait. J'écris pas les pages Notion, mais par contre c'est vrai qu'on a le côté plus process. Mais tu vois, je vais prendre l'exemple du Digital Nomad. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, on a une page Notion qui est très bien écrite, qui explique d'ailleurs en français et en anglais, voilà, quelle est la politique. Donc, en français et en anglais, c'est même pas en fait juste en anglais quoi. Il me semble qu'on a, alors pas sur toutes les pages, mais je crois qu'on a presque le français-anglais sur les plus importantes en effet. C'est ouf. Alors déjà encore plus sur le Work from Anywhere, donc cette fameuse politique de télétravail, dans le sens où déjà le cadre légal n'est pas le même dans chaque pays. Donc tu as déjà des éléments qui sont orientés contrat France, des éléments qui sont orientés autres contrats. Et pour le coup, c'est très bien expliqué. On a une page Notion avec du coup, voilà comment ça se passe. Tu veux partir, voici le lien de la page qui t'envoie sur la request pour pouvoir la poser. Tu as également le temps limite, les explications, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est d'ailleurs sur... T'en vas pas tout de suite après le talk. J'ai un truc ou deux à regarder. D'accord. Fallait pas le lâcher là maintenant. Ça reste entre nous. Combien? Mais pour le coup, tu vois, c'est vrai que ils accompagnent énormément là-dessus. Et justement, le Notion a été tellement bien fait qu'en tant que nomade, tu vois, demain je pars, dans quelques semaines, on va partir du coup sur Porto. En fait, je me pose pas la question de où est l'info, parce que l'info est déjà rentrée en fait. Et c'est ça qui est top. Alors évidemment, il y a encore des pages à créer, elles sont pas toutes là, mais il y a quand même un énorme travail qui a été fait,
qui fait qu'aujourd'hui, tu es hyper serein. Là, même exemple que toi, là, les 5-6 personnes qu'on vient de recruter, ils ont le cadre onboarding général de JSMAC. En effet, demain, on va les onboarder sur notre équipe no-code, sur notre équipe IT. On va devoir leur faire des pages spécifiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps de le faire. Mais je me dis, attends, j'ai 5 personnes qui arrivent, ils auront un truc super propre, ça va être nickel. Et quand on va continuer à recruter, ce qu'on va clairement pas arrêter, au moins c'est du temps qu'on aura pris et c'est parti. Et peu importe où ils seront, et c'est ça, je trouve, la force de Notion, c'est que le doc, il est là en fait. Une fois que c'est fait, c'est trop cool. Ça, tu le fais une fois, tu le répètes pas une fois à chaque fois. Après, à chaque personne. quoi. Vous avez d'autres outils que vous utilisez beaucoup? Nous, on arrive bientôt sur la fin, donc j'aurais bien aimé avoir quelques petits outils. On utilise énormément Notion pour ça. Ok, Notion, Discord, du coup. Alors nous, on est plus. C'était moi Discord. Oui, mais je pense que c'est un outil qui est en mine de rien. Nous, on va plutôt Notion, Slack, un outil qu'on a commencé à utiliser. Alors plus côté tech, vous avez peut-être dû voir aussi, ça s'appelle Work Adventure. C'est un outil que je trouve génial. En fait, c'est le où t'es dans un monde virtuel. Exactement. En fait, tu vois ce qu'a fait Vianney de Lemlist. En fait, une vraie boîte qui l'a mis et qui a levé des fonds dessus. En gros, alors c'est très orienté développeur, donc c'est la team dev évidemment qui l'a mis en place. Tu imagines en fait, tu es un peu dans un monde de Zelda 8 bits globalement, et du coup tu construis ton bureau virtuel littéralement. C'est clairement le Lemverse de. C'est ça, et du coup tu te balades avec ton petit personnage que tu peux personnaliser, et en fait tu peux créer des salles de travail ou même des salles de conférence. Et dès que tu rentres dans une salle, tu as une page Jitsi qui va se lancer, et à chaque fois qu'une personne rentre dans la salle, ça te rajoute à la conversation, et du coup ça te fait vraiment ton espace de travail à toi. Donc on l'utilise pas mal justement dès qu'on fait des sessions de travail communes ou par exemple quand les techs vont faire des présentations chaque semaine de voilà les updates de la semaine, etc. Et du coup ça te fait une grande salle avec plein de petits bonhommes de partout et la grande conférence du coup ça gamifie un peu le truc, ça évite de se connecter sur les hangouts. Franchement j'ai regardé, c'est pas mal du tout. Comment ça s'appelle Work Adventure. Et tu as par exemple, je crois que c'est Symfony, la communauté Symfony qui l'a utilisé aussi pour organiser leurs conférences en ligne, si je dis pas de bêtises. Et ça commence à grandir, ça commence à prendre sa place. C'est en open source évidemment encore, donc pareil, les gars, ils ont tout compris, ils ont tout gagné, donc c'est génial. Cool. De mon côté, moi je suis assez fan de Loom. Ok. Oui, carrément, pour faire de la vidéo asynchrone, parce que autant sur moi personnellement j'ai une préférence sur le travail de base, parce que ça permet vraiment de te créer ton environnement pour pouvoir travailler et de pouvoir, notamment en tant que développeur, pour pouvoir avoir des grosses sections de travail où tu es tranquille. Okay. Et le fait de travailler avec Loom, c'est que ça te permet déjà d'avoir du contact qui est plus humain qu'une simple vidéo que tu posterais, parce qu'il t'intègre directement à ta tête dessus. C'est ça. Et ça permet de faire du travail asynchrone. Et notamment, déjà, quand tu as des décalages de fuseau horaire, que tu veux envoyer une petite démo, montrer un bug ou un truc comme ça, et que chez toi il est 16h, mais chez quelqu'un d'autre il est 3h du matin, ça permet déjà de casser cette barrière-là. Et aussi tout simplement de faire du travail synchrone, de pouvoir remonter des choses un peu n'importe quand, sans embêter les gens, clairement, et sans les casser dans leur flow de travail. Ce qui m'arrive beaucoup trop souvent avec mon associé, il est en plein code, et tu te fais un peu trop chier. Ping, 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 et puis tu vois, et c'est ça qui est cool, c'est que finalement, aujourd'hui en fait, on a la chance, parce que finalement le digital nomade, pourquoi est-ce qu'il est apparu aussi, c'est que y a eu une vraie évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, ça a commencé. C'est ça, c'est aujourd'hui tu avais vraiment les indépendants finalement qui bougeaient. Ensuite, on a commencé à mettre en place les open space, donc du coup, et les coworking space, donc a commencé à casser un peu la barrière de je ne travaille que dans un bureau mais dans plusieurs bureaux. Finalement le Covid qui a repoussé encore les barrières, finalement on est chez soi ou on peut même mettre dans un autre pays, et là du coup des entreprises comme JSMAC qui disent travaillez finalement d'où vous voulez, et ce côté technologie qui a suivi en fait cette ligne finalement évolutrice, qu'aujourd'hui tous nos outils sont finalement des SaaS, c'est des outils finalement qui sont tous en ligne pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas forcément le SaaS, où juste on a besoin d'une connexion internet pour y aller, et finalement comme on disait, un ordinateur, une connexion internet, on peut travailler de partout en fait. Et tu vois, c'est ça qui est dingue. Du coup, je me demande s'il y a, ça doit sûrement exister, mais l'inverse, tu vois, des personnes qui ont vécu cette expérience-là, qui se disent, mais en fait, c'est pas du tout pour moi, j'ai pas du tout accroché le fait que tout soit full remote. Moi, j'adore le matin venir, entre 8h et 10h au taf, et du coup, je me demande s'il y a cet inverse-là. Ma maman. Alors, elle était pas digital nomade, mais je pense que t'en as qui dans pour un le coup, cran, on va dire, générationnel en dessous, je me permets. Mais pour le coup, je pense que t'as des personnes, et c'est normal, c'est humain avant tout aussi le digital nomade, c'est au-delà du terme un peu trendy qu'on entend un petit peu de partout, c'est aussi, je pense, un gros côté personnalité finalement. C'est ce côté un peu impulsif, ce côté un peu énergétique où tu veux toujours bouger, et peut-être d'autres personnes, je prends pour le coup ma petite sœur qui a un côté
je dirais pas casanier, mais qui aime bien avoir son environnement, qui aime bien être posé, qui aime bien voyager de temps en temps, mais ça s'arrête là. Dans ce cas-là, ça, du télétravail, elle vient quelques fois au bureau, mais sinon elle est à la maison. Oui, voilà, un jour par semaine ou un truc moins. C'est pour ça que le full remote, j'ai vraiment du mal avec et de me dire, ça peut être cool de bouger, mais garder quand même Ouais, mais toi, tu t'entends quoi? Remote toute la semaine et en gros, on se voit toutes les 3 semaines? Ou full remote une fois par semaine, ça coule? En fait, moi je me dis juste que tu te démerdes, mais qu'il y a un hub où on se revoit au moins quelques fois dans la semaine, dans le mois ou dans l'année? Dans l'année, où tu reviens et tu es présent dans le hub avec tout le monde. Donc ça se rapproche vachement de ce que vous faites à GSMAC. Mais après, tu vois, il y a 2 sujets. Il y a le fait d'être en remote, télétravail chez toi, et le fait d'être en remote, télétravail n'importe où. C'est-à-dire qu'en effet, avoir, pour le coup, j'ai un bureau entre guillemets dans mon appart du coup à Paris où en effet je suis posé, mais par contre ça m'empêche pas d'aller bouger dans un autre pays, ça ne m'empêche pas de continuer à travailler dans une autre ville ou autre. Et ça, je pense que c'est vraiment encore 2 choses complètement différentes justement. Le fait de avoir finalement 2 lieux fixes de travail dans lesquels tu peux aller soit dans l'un soit dans l'autre, et ce côté finalement j'ai un lieu de travail. On va dire, j'ai un hub perso qui est chez moi, j'ai un hub pro qui est mon entreprise de temps en temps, mais c'est juste des hubs, on va dire, ponctuels, et après j'ai tout le reste du monde finalement où je peux me poser. Tu m'as sacrément boosté pour continuer à augmenter le chiffre d'affaires et avoir des employés et jouer sur ta partie. Là-dessus, je voudrais rebondir sur quelque chose, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont découvert un peu le télétravail avec les confinements. Bien sûr. Et qui se sont dit, c'est pas pour moi. Sauf qu'effectivement, ils ont vu qu'une toute petite facette du télétravail, c'est vraiment le travail à la maison, avec peut-être tous les inconvénients en étant à 2, forcé, quoi. À faire du télétravail, avoir des appels dans un petit appart, peut-être d'avoir tes enfants à gérer en même temps. Et ça, c'est galère. Alors que le télétravail, ça peut... C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais la nuance entre digital nomade et télétravail. Parce que je trouve que le télétravail, c'est pas du tout le digital nomade. Et de base, on devait beaucoup parler du digital nomade, on a beaucoup parlé des deux. Donc voilà. Mais c'est un épisode complet. Ouais, exactement, on touche un peu à tout. Mais pour ça, je rejoins ce que tu dis. C'est vrai qu'on entend souvent, oui, mais quand on fait du télétravail, on voit personne, on voit tout le temps la même personne avec qui on vit, etc. Non, parce que tu peux effectivement, tu peux être digital nomade. Tu peux aussi faire du télétravail depuis un espace de coworking qui est pas loin de chez toi, ou alors peut-être bouger tous les 2 ans et d'aller dans une autre ville qui n'a rien à voir ou être ailleurs, tout simplement de ton lieu de travail. Et surtout, t'as plein de solutions qui suivent. Tu vois, t'avais le Wojo. Bon, les gars, c'est gratuit, mais on attend le sponsor. Mais t'avais le Wojo, par exemple, où tu payes 9,99 et ils ont ce qu'ils appellent des Wojo spots, où en fait, tu vas dans des bars d'hôtel ou bien dans des hôtels et tu te poses et tu payes 9,99 et let's go, quoi. Et puis pour le coup, ça n'a rien à voir que de bosser chez soi. Tu vois, moi, pour le coup, le télétravail à la maison, une fois par semaine, ok, cool. Ouais, max. Ouais. Par contre, en revanche, bosser du Wojo Spot, 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, ok, no problème, quoi. C'est vrai que. Pour le coup, tu vois, tu as soulevé un point hyper important sur le côté, le confinement a accentué le fait de j'aime ou j'aime pas. C'est aussi le côté, finalement, tu as des personnes qui ont peut-être avoir besoin d'un cadre aussi bien fait. Par exemple, en effet, c'est sûr que si tu as vécu un confinement où tu étais dans un appart à Paris, au 7e étage sans ascenseur, dans un 12 mètres carrés, où littéralement tu mangeais, dormais et bossais sur ton canapé clic-clac, clairement, tu passes la pire expérience, je pense, de toute ta vie. Et c'est vrai que du coup, lorsque tu pars à l'étranger, enfin en tout cas dès qu'on est vraiment en mode nomade, on va se poser les questions de du coup, ok, est-ce que j'ai un espace en effet pour pouvoir me poser, pour pouvoir bosser? Est-ce que du coup j'ai bien en effet la Wi-Fi qui va fonctionner? Certains ont juste besoin de leur ordi simple, on va dire. D'autres, moi, j'avoue, je suis un peu extrême là-dessus, où voilà, il me faut absolument mon clavier, mon pad, le support, etc. Et finalement, j'aime me créer ma zone de confort, on va dire, avec mon petit espace de travail. Mais finalement, du moment que j'ai une table et le Wi-Fi, c'est parti finalement. Mais c'est finalement, regardez, on reparlait encore du sujet de confort tout à l'heure, mais ça fait vraiment partie des critères à penser en amont avant de partir. Parce que c'est sûr, si tu pars dans un appart et que tu as juste le lit, pour certains, ça va très bien. Une de mes amies avec qui j'étais à Lisbonne, ça lui va extrêmement bien, il lui faut rien d'autre, c'est nickel. Moi, pour le coup, j'avoue, j'aime bien avoir un siège, la table, bureau, tout mon matériel. Clairement. Et c'est vrai que c'est 4 choses à penser aussi, que ce soit déjà dans le coût de l'investissement. C'est vrai qu'on n'en a pas spécialement parlé, mais on a parlé du coût du voyage, mais aussi le coût du matériel, que ce soit l'ordinateur, que ce soit les disques durs, que ce soit tous les autres éléments qu'il faut prendre en compte là-dessus. Et c'est vrai que c'est également un coût inhérent à garder en tête. Oui, tout à fait. Ouais, moi, je sais que moi, c'est pareil, il me fallait mon petit environnement. Et je pense que j'avais même plus de matériel qui était dédié au travail dans mon sac à dos que d'affaires perso.
Non mais la même, là tu ouvres mon sac, franchement, on le voit en plus, il dépasse un petit peu, tu vois, j'ai un bouquin, c'est le bouquin en effet que je lis quand je me déplace, mais que j'utilise aussi pour surélever mon support pour mon deuxième écran. Ouais. T'as un deuxième écran dans ton sac? Ouais. Non. Ok, d'accord. Je suis curieux de le voir après. Ah non, rien ça, mais du coup, ouais, toujours, en effet, j'ai mon ordinateur, mon clavier, mon trackpad, mon double écran, et du coup là je suis en train de voir le double écran qui se colle au Mac là? Du coup, alors non, c'est... on pourra regarder tout à l'heure, mais globalement, c'est un Acer que tu peux connecter. Ça te fait ton deuxième écran sur le côté. Et du coup, ça fait vraiment comme un deuxième moniteur et qui est extrêmement fin. Je suis curieux de le voir après. C'est nickel. Je te laisse clôturer. T'as une dernière question? Moi, j'ai pas de questions. Après, moi, ce que je veux, c'est voir un truc après. On va tous rester un petit peu, les gars. En tout cas, merci à tous les deux déjà d'avoir partagé votre expérience, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. J'ai appris encore un max de choses. J'espère que ça servira à beaucoup de gens. Et j'en ai aucun doute là-dessus. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu vos réseaux, les boîtes, voilà, les gens qui ont des questions ou suivent vos projets? La piste que tu viens de faire, c'est une très bonne pub pour en vrai, je kifferais avoir des gens de ma team qui passent sur des podcasts qui parlent aussi bien de la boîte après, parce que je pense que là, quelques-uns qui vont écouter l'épisode, ils vont me dire tiens, c'est une boîte intéressante. Je crois que je vais t'embaucher pour faire la promo de ma boîte. C'est vendu. Alors du coup, globalement, de notre côté, sur Jelly Smack, donc du coup, on a en effet tous les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, donc du coup, sur Jelly Smack. Après, comme je le disais, on est plus connu par rapport à nos chaînes, globalement, donc ça va être Oh My Goal, ça va être Gameology. Mais en tout cas, si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre cette team qui, pour le coup, continue de grandir, que ce soit dans la tech, que ce soit en tant que monteur vidéo, que ce soit dans tous les domaines possibles, on recrute énormément, enfin je sais même plus le nom, les centaines de postes qu'on a d'ouverts, mais si vous êtes intéressé, c'est jobs, il me semble, .jellysmack.com, et puis du coup, n'hésitez pas à... De redonner tes coordonnées, que les gens puissent t'ajouter. Complètement, et donc du coup, vous pouvez me retrouver donc, sur LinkedIn, donc Florian Clévenot, tout simplement, vous verrez, il y a une petite licorne à côté de mon prénom, exactement, on le mettra dessus, donc n'hésitez pas, même d'ailleurs, si vous voulez que je vous pousse sur des postes particuliers, pour le coup, c'est même pas en plus pour une question de référence, parce que clairement, je m'en fiche, c'est plus dans le sens où s'il y a un poste qui vous plaît, que je peux vous aider à rentrer, feu quoi. Clairement, si vous voulez vous éclater avec nous, c'est avec grand plaisir, tout simplement. Dorian, je t'en prie, c'est l'instant promo. C'est l'instant promo, parfait. Du coup, Evalme, plus trouvable sur evalme.com, c'est sûrement le plus simple pour nous retrouver. Et moi, personnellement, peut-être pas trop sur LinkedIn, mais toujours sous le nom de Dorian Becker, mais peut-être plus sur Twitter, sur Blackhead, BLAKED _84. Top. Écoutez, encore merci à vous les gars, c'était parfait. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui avec ces nouveaux métiers qu'on a de pouvoir bouger de partout, d'avoir cette chance que des entreprises s'ouvrent de plus en plus. Et clairement, les gars, en tout cas les personnes qui nous écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas en fait. Et c'est parti. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir le faire. Le Covid commence à partir, oui et non, mais on commence à avoir des belles possibilités. Donc je dirais que mon seul conseil c'est... Écoutez-vous, si vous avez envie de partir, vous avez la possibilité de le faire. Faites-le. Allez-y. Juste, toujours le vrai conseil qu'on s'est dit tout à l'heure, anticipez, organisez pour que vous n'ayez pas de surprise, que vous soyez bien et vous allez kiffer quoi. Et avant de partir, surtout... Attends, tu lui as fait un petit mot, vas-y. Oui, mais du coup, moi j'avais envie de dire qu'on peut très bien le faire sans anticiper au final aussi. Parce que si on a peur de ça, au final, il n'y a rien de grave qui peut arriver. Sauf avoir une connexion internet. Sauf ne pas avoir une connexion internet. Mais je veux dire, à moins vraiment d'aller dans des endroits qui sont pas safe. Oui, j'avoue. Le pire, qu'est-ce que ça va être? Allez pas en Afghanistan quoi. N'allez pas en Afghanistan. Ouais, tu vas perdre un peu d'argent, de temps, et puis au bout d'un moment, tu peux débarquer dans un nouveau pays, de pas avoir d'hôtel. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu trouveras bien quelque chose. Il y a toujours une solution. Là, c'est pour le coup, c'est le côté surorganisationnel en moi qui a parlé. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est complètement faisable. C'est vrai. Comme tu disais, c'est juste pas partir n'importe où trop en random, mais on trouve toujours un hôtel, on trouve toujours une auberge de jeunesse, il y aura toujours une connexion Wi-Fi, toujours un resto sur lequel vous pourrez vous poser, un café dans lequel vous pourrez bosser. Aujourd'hui, en tout cas, c'est possible, ça fonctionne. Alors, partez pas dans le fin fond au-dessus de l'Himalaya, ça va être compliqué, mais voilà, vraiment, tout est possible, donc faites-vous plaisir. Le monde est grand. On vous laisse la bonne affaire. Parfait, magnifique. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On t'invite également à laisser 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Apple Podcast, tu le sais, c'est très important avant de partir à l'autre bout du monde. 5 étoiles, tu likes, tu commentes sur YouTube, tu partages autour de toi parce que ça peut servir à beaucoup de monde. Donc t'hésites pas, tu tags du monde. Et surtout, c'est quoi le plus important? Les 5 étoiles, on l'a déjà dit, mais on te le dit. De French Joueurs, tu t'abonnes partout. Et tu partages cet épisode à tous les digital nomades que tu connaisses ou bien les aux personnes qui souhaitent le devenir. Parce que nos invités aujourd'hui ont partagé énormément d'éléments qui peuvent énormément servir. Flo, je te laisse le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.